Et bonsoir à tous. Alors attendez, je vais mettre le son d'Antoine et d'Alexiane. Hop, voilà qui est fait. Bonsoir Antoine, bonsoir Alexiane. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le chat, vous entendez bien tout le monde? Bonsoir Liwen, bon, bienvenue. Play to Death, épisode 2. Merci encore d'être présent pour ce rendez-vous. Comment ça va cette semaine? Alexiane, comment ça se passe en ce moment? Écoute, ça se passe très bien. Ouais. C'est calme en ce Ouais, moment avec l'été, le recrutement? Ou vous avez du monde? Comment ça se passe un petit c'est ce peu? que j'allais te dire. Non, c'est assez calme. C'est vrai que c'est une période toujours un petit Ouais. peu creuse pour les recrutements. Ce qui ressort beaucoup, par contre, c'est évidemment les futurs diplômés qui commencent, eux, à être en recherche active, évidemment, de CDI Ouais. pour septembre-octobre. Mais sinon, pour le reste, les recrutements chez les clients ou chez les sociétés sont assez calmes à cette période. Ok. Et de ton côté, Antoine, est-ce que ça va bien? Écoute, ça se passe très bien. La mission se poursuit, le taf continue, il fait chaud, il fait beau, tout se passe bien. Ouais, il fait chaud en ce moment, effectivement. Et, c'est vrai C'est très que chaud. ça a toujours Ouais. un... Ça impacte un petit peu la qualité de travail, c'est vrai. Surtout si vous n'êtes pas dans un endroit qui est bien ventilé, etc. Les PC qui chauffent et tout, c'est pas agréable. Bonsoir Clément Storm, bienvenue. Et écoutez, bienvenue à tous les viewers pour cette deuxième de Play de Dev. Donc ce soir, on va traiter de plusieurs sujets, hein, comme la première fois. On a un bon pavé qui va arriver où on va traiter de tout ce qui est l'aspect technique dans le process de recrutement d'un développeur ou d'un profil technique en général. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui est test, de tout ce qui est l'entretien technique, le fameux, celui qui fait peur, et tout ce genre de choses. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra un petit peu sur, pour faire écho à des questions qui nous ont été posées la dernière fois, quelle est la meilleure stratégie pour un dev? Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser et choisir des technos sur lesquels on devient expert? Ou est-ce qu'il vaut mieux être un petit peu un touche-à-tout qui arrive à sortir sur pas mal de technos et qu'on peut placer sur plein de projets parce qu'il pourra tout de suite rapidement prendre en main, même sans être le plus expert sur cette techno? Donc voilà un petit peu le programme de la soirée. Ça devrait nous prendre une bonne heure et demie, voire un peu plus. On avait déjà un petit peu débordé la dernière fois, donc ça dépendra aussi de vous et de vos questions. N'hésitez pas à intervenir dans le chat qui cette fois-ci s'affiche, ce qui permettra dans le replay de donner un petit peu de contexte aux gens qui regarderaient. Parce qu'on a été un petit peu embêté la dernière fois, on n'avait pas le retour visuel du chat. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, alors, je vous propose qu'on se lance sans plus attendre, sauf si vous voulez parler un petit peu d'un sujet qui vous tient à cœur en ce moment, mais je crois qu'on avait un petit peu fait le tour. On va avoir plusieurs sujets qui vont arriver dans les prochains Play de Dev, on va en parler un petit peu. Antoine m'a fait de très bonnes propositions là-dessus. Ouais. Ouais, c'est un sujet qui, à mon avis, touche un petit peu tout le monde, forcément. Tu peux en dire deux mots Et du coup rapidement? ouais, c'est un truc que j'ai vu passer sur Twitter, en fait, c'est sur le problème de la scalabilité, c'est dur à dire. Euh, donc, comment, en gros, faire évoluer son application pour qu'un maximum de monde puisse l'utiliser. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression tous les devs se prennent la tête dessus, qu'ils soient sur une toute petite entreprise qui accueillera peut-être 40 utilisateurs sur le site, que plutôt même des plus grandes boîtes. Mais est-ce que la question se pose vraiment finalement quand on n'est pas Facebook, quand on n'est pas Google, quand on n'est pas Amazon? C'est un peu ce dont je voudrais aussi un peu discuter. Bon, mais ça, c'est pour une prochaine fois, bien sûr, pour le prochain Place Dev. Eh bien oui, on aura un petit peu l'occasion d'en reparler. Il y a pas mal de sujets qui vont arriver, de toute façon on en a aussi discuté un petit peu avec certaines d'entre vous de la communauté. Mais du coup, pour revenir un petit peu donc au sujet du jour, en fait c'est une question assez simple, hein. Vous êtes une entreprise et vous voulez recruter un développeur. Et puis vous devez vous rendre compte de son niveau technique pour savoir si c'est une recrue potentielle, s'il va être pertinent par rapport au poste que vous envisagez de lui donner. Et parfois, c'est pas en fait, c'est quand même un sujet beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire de premier abord. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous, en tant qu'RH, vous abordez la partie technique? Parce que nécessairement, toi, tu n'as pas de compétences techniques, mais Et non. et du coup, pourtant, il faut bien faire un tri en amont parce que sinon, c'est assez difficile. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer comment vous procédez, quelle est un petit peu la réflexion que tu Mm. mènes, etc. Ouais. Alors après, ça va vraiment dépendre des étapes du processus.
première chose évidemment très simple, c'est l'entretien quand on rencontre le candidat. Moi, c'est vrai que je suis pas du tout de la tech, mais au fur et à mesure, on a rencontré évidemment beaucoup de candidats. J'ai réussi à apprendre certains aspects de chaque métier. Souvent, ce que je vais demander, assez simplement, c'est à la personne de vulgariser un peu son quotidien. Donc ça déjà, c'est un premier aspect qui sera important, c'est de voir si la personne peut me parler de son quotidien avec des termes assez simples, m'expliquer ce qu'elle est amenée à faire sur du back, sur du front, lui poser peut-être quelques premières questions sur des méthodologies qu'elle a pu utiliser. Si on parle de l'agilité, demander quelles sont les cérémonies, des choses qui peuvent être potentiellement pertinentes pour la suite. Et après, la suite, c'est l'envoi d'un test souvent technique, un coding game notamment, qui permettra d'approfondir davantage vraiment les compétences réelles du candidat que malheureusement je pourrais pas aborder. Ouais, on va parler du coup de cette partie de test technique, coding game, etc. etc. Mais alors, moi je sais que ça m'est arrivé dans des processus de recrutement que les RH aient déjà une grille de questions prédéfinie auxquelles ils posent des réponses, enfin qui posent aux candidats, ils attendent de voir un petit peu les réponses. Ce sont des questions techniques, mais le problème c'est que souvent, même si il y a un développeur qui a expliqué la question en amont au RH pour qu'il puisse la poser de façon crédible, parfois on peut manquer de recul pour évaluer la réponse du candidat, est-ce qu'elle a l'air juste ou pas, parce que parfois c'est très simple, mais parfois c'est un peu plus profond. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que c'est plutôt une pratique que tu apprécies? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Comment tu approches un petit peu tout ça? Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire avec quand même pas mal de recul parce que, comme tu l'as dit, malheureusement, j'ai pas forcément de bonnes réponses et la réponse qui m'aura été donnée par la personne technique est peut-être pas forcément la même au mot près que ce que va me donner le candidat et qui pourtant sera également exact. Ça, c'est aussi des questions qui vont intervenir. Autre que le côté technique, ça peut être sur, par exemple, là, on parlait tout à l'heure de l'agilité, sur des profils de Scrum Master. Il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise méthode, chacun a aussi une façon de faire différente, et donc ça peut être, ça peut être plutôt compliqué. Pour par contre les aspects un peu plus théoriques, souvent je peux me permettre en effet d'utiliser donc ces grilles qu'on a, qui nous ont été fournies par différentes personnes et qui sont déjà un premier appui, mais c'est pas quelque chose que je vais vraiment utiliser en entretien. Je préfère vraiment laisser le candidat parler et essayer lui plutôt de me vulgariser ce qu'il fait. Et déjà, on se rend vite compte si la personne semble être techniquement douée ou pas. D'accord, ok. Alors du coup, je vais déjà prendre quelques questions, et puis après on passera à la question justement du test technique, parce que c'est un sujet important, je pense, que beaucoup de candidats se posent. Il y a Liwen qui demande, est-ce que vous apportez aussi une importance aux soft skills ou aux compétences qui ne sont pas utilisées directement, notamment en cas de reconversion professionnelle? Bien évidemment, c'est, je pense, même un des critères qui sera le plus regardé. Je l'ai dit la dernière fois dans le dernier live Twitch qu'on a fait, un savoir-faire, ça s'apprend, un savoir-être, malheureusement, c'est rarement le cas. Donc si tu as déjà les bons soft skills, tout ce qu'il faut en termes de compétences déjà humaines, une envie de t'investir, notamment au travail et ainsi de suite, une grosse part du job sera déjà acquis. Ok, d'accord. Alors, Antoine, j'ai une petite question Mm. pour toi. Est-ce que tu as des Dis-moi. bons souvenirs de tests techniques? Alors, c'est toujours un moment un peu stressant, Ouais. évidemment. J'ai pas mal de souvenirs, on va dire, enfin, ça m'a pas marqué particulièrement. J'ai eu dernièrement un truc qui m'a plutôt bien plu, c'était un coding game où en fait on posait des questions d'optimisation. Et ça m'avait bien plu parce que j'ai trouvé que j'avais plutôt bien répondu à la question. Mais en fait, d'une manière plus générale, ce que j'ai l'impression d'avoir quand je suis en entretien technique, du coup en tant que postulant, c'est que c'est un petit peu en mode interview. Si tu veux, ça m'est arrivé qu'il y ait une personne non technique qui est littéralement un papier A4 avec une liste de questions, avec les réponses marquées dessus. Et du coup, il enchaînait en mode interview vraiment. Voilà, des différentes questions techniques. Et vraiment, j'avais l'impression juste d'être interviewé. Et, Genre, c'est il n'y avait pas Apolline de Malherbe qui nécessairement te de fait lien. passer ton test technique, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Ouais, Du coup, je peux c'est ce que comprendre. j'essaie de ne pas reproduire.
Mm. un maximum lorsque Ouais. moi je fais passer des entretiens en tout cas. Et alors c'est vrai que donc Coding Game c'est devenu un petit peu la plateforme de référence pour les tests techniques, c'est pas la seule, mais du coup c'est vrai qu'il n'y a Mhm. pas forcément tant de ressources que ça pour se préparer à ce genre de test. Et en plus ils ont un petit peu chacun tous des natures différentes. Moi je me souviens par exemple j'en avais passé un qui avait une difficulté progressive, c'est-à-dire que plus tu répondais juste aux questions, plus les questions qu'on te posait étaient difficiles. Ça j'ai trouvé le concept super bien. Et à l'inverse, j'en ai vu soit des trop faciles, genre des coding game Angular, où je pense que quelqu'un qui avait fait 1 heure d'Angular dans l'après-midi, il était capable d'avoir 80% de bonnes réponses. Et d'autres où, genre par exemple, là en ce moment je travaille sur un questionnaire de recrutement qui est un petit peu autour de Node, où genre le questionnaire de base, je l'ai soumis à des seniors, ils n'avaient pas 50% de bonnes réponses quoi. Donc Ouais. c'est vrai que j'ai l'impression que l'une des craintes qu'on peut avoir en tant que développeur, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est la roulette russe, où si tu as de la chance, tu vas tomber sur un quiz facile et ça va bien se passer pour toi. Si t'as pas de chance, tu vas avoir un mauvais résultat sur ton test, et alors qu'en fait ça veut pas dire grand-chose sur ton niveau. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages un petit peu, cette impression? Ouais, t'as effectivement différents niveaux de questions que j'aime pas trop aussi parfois dans ce genre de questionnaire, c'est que tu as souvent des questions de type documentation, où en gros, à moins que tu connaisses la documentation par cœur pour tel ou tel Mhm. API, tu sauras pas la réponse. Mais ça te donne Ouais. pas nécessairement le niveau de la personne. Ouais. Alors, Tu vois, c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui me gêne en général un petit peu, c'est les tests qui sont trop QCM et qui donnent pas la main aux ouais, développeurs pour faire des exercices. Ou genre, on va te demander de connaître par cœur l'API d'un langage sur telle ou telle partie, parfois avec plusieurs questions sur le même sujet. Et du coup, tu vas avoir 5 réponses fausses parce que, ben, techniquement, tu connais pas la documentation Mozilla MDN par cœur, et Mm. t'es pas capable de la sortir avec les arguments qui vont bien. Alors que c'est pas des compétences ouais, qui sont utile quand tu es sur un projet réel en fait quoi. Enfin, quand tu es en tant que dev, bah, tu as accès à ta doc sous la main quoi, tu vois. bien sûr. C'est pour ça qu'en général, les exercices, bah, ce dont je parlais juste avant, l'exercice d'optimisation, pour le coup, tu avais 7 minutes, donc c'était aussi un peu stressant, ça, l'aspect timing, mais tu avais 7 minutes pour essayer d'optimiser différents appels, enfin un bout de code en JavaScript. Et ça, je trouvais ça pas mal, parce que pour le coup, t'étais pas cantonné à juste dire, ah bah là, si j'envoie tel ou tel argument à la méthode, c'est bon, mon exercice il fonctionne et basta, j'ai plus rien à faire. Non, c'était un peu plus libre. Alors, je reprends la question de Mr. Freeze d'un peu plus tôt. Plus pour toi, Alexiane, quelle est la période de l'année la plus propice au recrutement? Est-ce que c'est septembre? Alors, c'est septembre pour une prise de poste, mais du coup, c'est pas forcément septembre pour commencer les recherches. Donc ça, c'est quelque chose j'ai dit tout à l'heure, qui peut être un peu contradictoire. En ce moment, on n'a pas forcément beaucoup de candidatures, et pourtant, c'est maintenant qu'il faudrait commencer à s'ouvrir à des nouveaux postes, puisque avec les préavis, par exemple, de 3 mois, on arrive déjà à une prise de poste pour septembre-octobre, qui est souvent une des meilleures périodes, puisque les équipes commencent à se staffer, il peut y avoir des départs juste avant le début de l'année scolaire pour cause de Ouais, mutation ou plein de choses. Et donc souvent, c'est voilà, les prises de poste pour septembre-octobre sont celles qui se font le plus. Et donc, par conséquent, si vous avez un préavis, il faut commencer les recherches un peu avant l'été. Et si c'est pas le cas, bon, ça peut attendre du coup plutôt la rentrée, donc en septembre. Ok. Alors pour les coding games, on a combien de temps en général pour les réaliser? Ça dépend des questions qui ont été choisies pour le coding game. Donc en fait, en fonction du nombre de questions et de leur complexité, Coding Game a prévu un certain temps par question pour que tu puisses répondre. Et c'est vrai que ce temps, parfois, il est adapté, parfois, il est un petit peu court parce que tu n'as pas le temps de vraiment te rentrer dans le sujet pour un exercice, et ça peut être un petit peu délicat. Et alors, moi, il y a un sujet qui me fait toujours un petit peu sourciller, c'est que si tu lis la documentation Coding Game, etc., et même si tu lis ce que t'envoient les recruteurs, t'es pas censé, par exemple, utiliser de ressources internet pour passer le test technique. Alors, Antoine, est-ce que tu as déjà passé un test technique sans utiliser une documentation en ligne? Ah, je crois pas que ça m'est arrivé, en vrai. Mais c'est vrai que Coding Game, il t'indique, en fait, dans le résultat, Hmm. en gros, il détecte quand le candidat perd le focus vraiment sur la fenêtre du test Coding Game et va ailleurs. Donc ça, on peut le détecter, mais le candidat peut bien sûr faire autrement, Mais est-ce que c'est avec vraiment un de la autre triche en ordinateur. fait? Est-ce que c'est vraiment de la triche? Pour moi, non. Si
disons que si tu vas juste sur de la doc et que tu réponds à la question et que hop, tu as la bonne réponse et hop, c'est envoyé, pour moi, c'est que la question n'était pas bonne au départ. C'est, Ouais, je préfère largement des questions où effectivement, on va te demander de coder. Tu peux rechercher un petit peu sur Internet, mais tu n'auras pas nécessairement la réponse toute faite, toute bien formatée. Donc, pour ça, du coup, tu vas devoir apporter un petit peu de tes connaissances et c'est ça qu'on va pouvoir évaluer. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Alexiane, là-dessus? Je suis quand même assez d'accord. C'est vrai que le coding game, il faut quand même le prendre avec un peu de recul. Tu l'expliquais tout à l'heure, quand on a des exercices vraiment avec des problèmes à résoudre, avec des corrections de code, ça c'est intéressant. Mais quand on est vraiment sur du QCM, sur des questions théoriques pures, on n'a pas forcément la réponse comme ça, alors qu'on pourrait la trouver très facilement dans ces docs ou sur Internet. Et surtout, dans le quotidien du développeur, on sait très bien que vous allez aussi utiliser les autres, voilà, les autres outils, que ce soit Internet, vos collègues. Donc voilà, faire un test coding game, c'est pas forcément représentatif aussi du quotidien d'un développeur une fois qu'il est en poste. Ouais, bien sûr. Et pour finir un petit peu, alors, au-delà des tests techniques simples, il y a certaines entreprises, quand elles recrutent, qui donnent carrément un projet à réaliser. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent faire, toi, Alexandre? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant à proposer à un candidat? Moi, je sais même, par exemple, qu'au-delà du processus de recrutement, on m'a parfois demandé justement de réaliser un prototype dans une techno pour pouvoir me positionner dans une entreprise, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est intéressant? Est-ce que, enfin, on en a un petit peu parlé la dernière fois, ça fera un petit peu écho aussi à tout ça. Moi, je pense que c'est intéressant. Voilà, ça permet d'aller un peu plus loin que le coding game. Donc, je l'encourage personnellement. Je connais quelques sociétés qui sont amenées à, voilà, à réaliser ce genre d'exercice où on va demander à la personne de réaliser un code ou d'intervenir en tout cas sur un problème. Et ensuite, il y a un review qui est fait sur, voilà, sur ce qui a été réalisé. Je pense que c'est beaucoup plus plaisant parce qu'en plus de ça, après, il y a un échange qui se fait autour de, voilà, de l'exercice qui a été réalisé par le candidat. Et c'est beaucoup mieux qu'être juste derrière son ordinateur à faire un test technique de type coding game ou tout autre test similaire. Donc moi je pense que c'est bien. Après j'ai pas le recul de votre métier, donc je sais pas si vous ce que vous en pensez, mais Moi, je sais pas, alors je pense qu'en fait ça dépend un petit peu de la taille de ce que tu nous demandes, et puis il y a toujours la question, si on nous demande de commit ça sur un repository de l'entreprise, etc., et qu'on signe des documents qui te disent le code il t'appartient pas, en général on peut se poser un petit peu des questions, parce que ça a été un petit peu l'une des dérives qu'on a pointé du doigt la dernière fois. Après mm, moi, j'aime bien tant que c'est pas genre 3 jours de dev pour faire le prototype qu'on te demande de faire, quoi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, oui. toi, Bon, Antoine? Je suis d'accord, c'est vraiment, tout est une question Ça d'échelle. sent le Si vécu. si on te demande un projet qui va te demander 3 jours et à la fin, effectivement, on te demande de committer ça sur un repo GitHub, c'est moyen, on va dire. Un truc, je me demande, alors j'ai jamais fait personnellement et je me demande si ce serait pas intéressant, c'est d'être dans une sorte de peer programming pour, en gros, on te pose soit un petit projet à faire, soit une problématique à répondre et vraiment d'être en mode avec le candidat et de lui demander. Voilà, il faudrait que tu codes ça de telle façon. Par exemple, si on te demande de coder, je sais pas, un client Angular et que tu lui dis alors voilà le serveur, voilà ce qu'il t'envoie, voilà ce que tu devras afficher, comment tu vas t'y prendre. Je pense que ça peut être intéressant de le voir, essayer de coder ça en direct live avec du coup un évaluateur. Et alors, Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. c'est intéressant cette approche-là. Le problème, c'est qu'elle demande beaucoup de temps quand même de l'entreprise qui recrute. Et imaginons qu'elle ait genre une dizaine de candidats pour le poste. Faut vraiment. J'ai vu ça dans des entreprises. On va en parler tout à l'heure des entretiens techniques, dont c'était une étape du processus de recrutement. Et parce que le processus de recrutement, il n'y a pas le même nombre d'étapes dans toutes les entreprises. Et genre, j'ai vu des entreprises où il y avait 4 ou 5 entretiens techniques, dont un qui était une session de peer programming avec un ingénieur études et développement de l'entreprise, quoi. Mais ouais, ça demande aussi Ouais. d'investissement quand même quelque part. Et je pense que si la personne que tu as en face qui fait du peer programming avec toi, elle a pas le bon mindset, ça peut être vraiment flippant. Et te mettre une Mm. grosse pression. Genre, si tu vois qu'il en a déjà marre dès le début, etc., ou qu'il te met la pression, enfin, inutilement et tout, je trouve que c'est un Ouais, petit je pense peu. que ça doit être à la fin, vraiment en fin de processus. Et par contre, ce qui est Ouais. intéressant, c'est que j'ai vu des entreprises qui demandaient qui demandaient des petits projets pour le recrutement et qui en plus imposaient pas forcément de techno, qui disaient bah, utilisez les technos qui vous plaisent pour faire ce projet. Alors que pourtant en général on se dit bah, elle cherche un dev sur un poste en particulier. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu préfères qu'on t'impose le choix des technos ou tu préfères avoir le choix?
sur ce genre de cas de figure? En vrai, je trouve ça pas mal de pas imposer une certaine techno. Du coup, on évalue plus la connaissance du concept qu'on essaie d'évaluer, ou qu'un concept qui soit commun avec d'autres langages. Et du coup, on ne met pas dans un carcan, en particulier le candidat. Après, je pense que ça peut pas se faire partout, ça doit être assez particulier parce que c'est genre, on a besoin c'est l'entreprise qui a besoin de dev de manière générale, pas forcément de renforcer une équipe front-end, back-end ou ce genre de choses. Je Je, pense que c'est plus dans ce genre de cas que tu pourras avoir ça. je pense que c'est intéressant parce que ça permettra aussi de faire une bascule vers la deuxième partie de l'émission où on parlera justement de cet aspect diversification versus enfin, spécialisation, C'est etc. comme si ce podcast était réfléchi et pensé à Oh là 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 l'avance. là. Alors que c'est complètement une transition que je viens d'improviser, je vais pas te le cacher. Et alors du coup, toi, Alexandre, tu penses que ça serait... Enfin, vous évaluez pas un candidat que sur une techno en général. Vous essayez d'évaluer ses compétences techniques au sens un petit peu plus large, je pense, non? Ouais, complètement, sur le sens vraiment plus large, sur aussi tout ce qui est vraiment veille technologique. Et puis pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des coding games, bien sûr, on va pas envoyer un test coding game où on sait que le candidat sera en difficulté. Donc moi, personnellement, je demande toujours, voilà, avant d'envoyer le test, sur quelle techno vous voulez que je vous envoie un test coding game. Le but, c'est pas de vous piéger, c'est de vous envoyer quelque chose sur lequel vous allez quand même être à l'aise. Donc voilà, on envoie une techno qui va évidemment parler au candidat et je vais pas lui envoyer un coding game Java parce que je sais que derrière, on aura uniquement des projets pour lui en Java. Donc ça, c'est un premier aspect qui est hyper important, je pense. Ok. Et alors, donc, bon, j'ai vu un petit peu le commentaire de Liwen aussi sur la documentation. Effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, c'est que quand tu fais un projet comme ça, ben, l'avantage c'est que tu as la doc à côté de toi. Et c'est vrai que tu peux pas connaître tout d'une documentation sur un langage, tu peux pas te souvenir dans le détail de l'ordre des arguments d'une fonction, tout ça, tout ça. Et je pense que bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Oh là là, merci pour la vague de subgift de Mookie. C'est très très aimable à toi. Merci beaucoup Mookie. Alors, du coup, la question qui se poserait, c'est un petit peu, voilà, donc vous avez la partie entretien technique. Et en général, donc, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être donc une série d'entretiens avec un entretien technique assez générique, puis certains qui vont passer un petit peu, enfin, porter un petit peu plus sur la techno. Puis après, on va vous avoir un petit peu la partie, j'ai vu des entretiens un petit peu avec la partie pire, comme tu l'as décrivé aussi, Antoine. Euh, alors, Alexandre, toi, je sais que dans ta façon de travailler, vous, en général, vous mettez qu'un seul entretien technique. Je me trompe pas. Non, c'est bien ça, tu te trompes pas. Ou alors, s'il y en a plusieurs, c'est parce que c'est sur des technologies différentes. C'est ça. Et est-ce que tu penses que c'est suffisant, donc mettre en relation le développeur avec une personne qui va être chargée de sa validation? Est-ce que ça vous suffit déjà à vous faire une bonne idée? Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises, à ton avis, qui vont plus loin, qui mettent un processus un peu en entonnoir avec un nombre assez élevé d'entretiens? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que tu as déjà côtoyé ce genre d'entreprise? Est-ce que tu as un petit peu une idée là-dessus? Côtoyer ce genre d'entreprise, oui, c'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui vont être assez voilà, regardantes là-dessus, sur la partie vraiment technique, qui vont les faire échanger avec plusieurs personnes. On a aussi parlé tout à l'heure du pair programming, donc voilà, avec des étapes assez longues et assez complexes. Nous, je pense que le but, outre le côté vraiment technique pur, c'est de voir la capacité de réfléchir du candidat. Et c'est plus ça qu'on va évaluer, pardon, en le faisant échanger avec voilà, un collaborateur, un développeur par exemple. C'est de se dire, ok, est-ce qu'il a la capacité de réfléchir, à résoudre les problèmes, à être organisé en termes de méthodologie de travail, plus que la connaissance technique réelle, puisque là-dessus, nous, on pourrait évidemment l'accompagner, le former sur du long terme. Ok. C'est un voyant, c'est plutôt un bon signe pour toi, Antoine, quand on te fait passer plusieurs entretiens techniques pour le même poste, ou au contraire, ça te lasse et ça t'épuise et ça peut te démotiver? Non, en général, j'ai l'impression que c'est plutôt un bon signe. Euh, Parce que, notamment, enfin, de manière générale, je trouve que c'est très difficile d'évaluer le niveau technique d'un candidat. Tu peux pas vraiment le faire, je trouve, en un seul entretien. Tu peux avoir une vague idée, mais tu n'auras jamais, avant de travailler quotidiennement avec une personne, c'est difficile de connaître son niveau technique. Donc en fait, le fait qu'il y ait plusieurs entretiens, je pense que c'est juste l'entreprise qui accorde une certaine importance, une attention aux gens qui recrutent. Hmm. Ok.
Et alors, donc, l'entretien technique en lui-même, donc, c'est quand le développeur se retrouve face à un développeur qui en général a plus de bagages que lui, a plus d'expérience, et dans l'idéal, c'est plus de choses. Donc toi, Antoine, tu en fais passer, moi aussi, hein, c'est pas un secret. Comment tu abordes un petit peu cet entretien? Qu'est-ce que tu cherches à voir? Enfin, je sais qu'on te donne des objectifs en général, mais toi, qu'est-ce que tu cherches surtout à voir chez le développeur dans l'entretien technique? Comment tu abordes la chose? Alors, faut savoir qu'au début, j'avais zéro expérience pour tester des gens, Mhm. techniquement. Donc, j'avais pas été formé vraiment là-dessus. Donc, en fait, j'ai reproduit ce que j'avais connu auparavant. Et en fait, comment ça se passe au départ? À chaque fois, je propose au candidat de revenir un petit peu sur ses expériences, pose éventuellement quelques questions un peu plus techniques sur ce qu'il a fait. Et ensuite vient la partie évaluation en tant que telle, où là, je pose des questions. Alors au départ, je faisais ce que je reproche un petit peu maintenant, c'est-à-dire je faisais des questions en mode interview. Alors question A, il me fait la réponse oui, non. Et ensuite question B, réponse oui, non, etc., etc. Et j'enchaînais. Même si j'essayais un petit peu de contextualiser mes questions en fonction de ce que m'avait dit le candidat. Euh, Maintenant, j'essaie, en fait, ça dépend déjà aussi sur quelle techno on me demande d'évaluer le candidat. Je vais parler du JavaScript. En général, j'essaie d'évaluer le candidat sur des aspects que j'estime importants du langage. Tu vois, la, la notion notamment de code asynchrone, euh, la notion, je sais pas, d'objet, Ouais. d'égalité, ce genre de choses. Des Peut-être trucs assez préciser pour les propres au viewers langage. sur quelle technologie tu interviens, comme ça permettra à ceux qui avaient raté le premier épisode de se remettre dans le bain. Bah, principalement JavaScript. Ouais. Dans l'écosystème JavaScript de manière générale, donc soit côté front, côté back. Même si j'évalue aussi un petit peu en Java, mais un petit peu moins parce que j'ai un peu moins de bagage Java, mais principalement du JavaScript. Ouais. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu adaptes la difficulté des questions que tu poses et enfin, est-ce que ton comportement il évolue au fil de l'entretien? Est-ce que tu fais évoluer les Ouais, questions en fonction de comment tu vois que le candidat y réagit, etc. complètement. Complètement. En fait, euh, l'idée de l'entretien, c'est vraiment d'essayer de poser un jalon sur le niveau du candidat. Donc, au départ, je pars avec un niveau minimal que j'estime en tout cas, et un niveau maximal. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer de petit à petit d'essayer d'estimer le niveau moyen du candidat. Donc en fait, je vais adapter au fur et à mesure les questions nécessairement. Si je vois qu'il a certaines difficultés sur un point particulier, je vais essayer de poser un petit peu d'autres questions pour voir un peu quelles sont ses autres connaissances, pas juste me limiter à ce qu'il ne sait pas. Donc en fait, ça, et je vais aussi m'adapter à ce qu'il m'a raconté comme expérience. Tu vois, un candidat à un moment donné m'a dit qu'il avait fait des tests en Cypress, euh, donc il avait testé son application d'un point, enfin, de end-to-end. Et du coup, j'ai essayé de poser des questions aussi un petit peu là-dessus, vu que je connais un petit Ouais, peu j'essaie de Cypress. creuser un petit peu pour rebondir sur ce qu'il te dit et ok, ok, c'est Exactement. intéressant. Et Mm. alors, toujours dans l'idée de faire la transition avec plus tard, est-ce que tu poses plus de questions sur le langage, par exemple le JavaScript, ou sur les technologies qui vont l'utiliser, les frameworks, etc., genre Node, React, Vue, etc. Comment tu équilibres un petit peu tout ça? Je pose des questions quasiment que sur le langage. Eh ben, écoute, En fait, ça me surprend pas parce qu'on est à peu près, j'ai à peu près la même vision, ouais. je pense qu'on a un petit peu la même philosophie Ouais. là-dessus. C'est-à-dire souvent, on me demande d'évaluer un candidat en Angular ou en Vue ou en Node, et je pose quasiment que des questions JavaScript finalement, parce que c'est ce qui est Ouais. utilisé. Après, sur la fin de l'entretien, souvent j'essaie de poser des questions un petit peu plus spécifiques sur Angular, la communication entre composants, ce genre de Mhm. choses. Mais c'est vraiment en fin d'entretien, pour le coup. Tu restes vraiment sur le langage ou tu parles vraiment de l'écosystème, genre est-ce que sur du JavaScript tu vas rentrer sur le fonctionnement Webpack, etc. ou est-ce que tu vas rester assez haut niveau? Comment tu doses un petit peu aussi le niveau de, je vais pas dire de finesse, mais genre est-ce que c'est que des questions d'algèbre, de code pur, ou est-ce que tu parles un petit peu de tout ce qui est autour, déjà d'un point de vue technique, puis après on parlera un petit peu de tout ce qui est agile, méthodologie sur tout ce qui est Git, etc. Alors, un petit peu moins finalement sur
Sur ce que tu disais sur l'écosystème Webpack, pas tellement, par exemple. Mais j'essaie de poser des questions aussi qui gravitent autour du style vraiment, par exemple, le navigateur, comment tu stockes des données côté client, comment, qu'est-ce que c'est que le CORS, CORS, Les Corses. euh, et voilà un petit peu comment fonctionne le web de manière générale, parce que je pense que c'est aussi des questions importantes enfin des choses importantes à connaître quand tu es développeur web, pour le coup. Donc, voilà, je me concentre, non pas que sur JavaScript, Ok. effectivement. Alors, Soon, la question sur les marchés saturés, etc. Je pense qu'on y répondra peut-être dans la deuxième partie de l'émission, puisque ça fera un petit peu plus écho au sujet. J'avais Liwen qui demandait en moyenne combien d'entretiens faites-vous passer aux candidats. Alors, on va pas prendre que la partie technique, on va faire sur l'ensemble du processus. Ça fait combien de réunions du coup pour les entretiens, etc., pour les candidats, Alexiane? Je sais que ça dépend parce que là on est sur un mode d'entreprise de services Ouais. numériques. Il y a des clients qui fonctionnent en mode direct. Mais de ton expérience, comment ça se passe un petit peu? Souvent, en moyenne, on a 3 entretiens, que ce soit en société de conseil ou même chez un client final. En société de conseil, la plupart du temps, c'est un rendez-vous avec un RH, un second entretien avec alors ce qu'on appelle un ingénieur d'affaires, qui est donc plutôt sur la partie commerciale, qui va pouvoir parler de projets concrets auprès du client, et ensuite un troisième échange avec donc une personne technique, ou alors l'inverse, mais souvent c'est dans ce sens. Chez un client final, ce sera un peu le même processus. On aura parfois donc un premier échange avec un RH également qui sera là pour vérifier déjà les premiers aspects, ce que recherche le candidat, les soft skills, etc. Ensuite, un échange avec le responsable, notamment hiérarchique, qu'il aura sur le poste. Et parfois, on a un troisième échange avec soit des membres de l'équipe pour une dernière validation, alors avec un DG pour finaliser le recrutement. D'accord. Et alors, par contre, sur le mode de fonctionnement en entreprise de services numériques, quand vous recrutez pour un client spécifique, donc le développeur en général, il va aussi rencontrer le client. Mhm. On va parler d'ailleurs un petit peu vite fait de cet entretien. Mais déjà, est-ce que si par exemple vous avez déjà entamé un processus avec un développeur, vous trouvez qu'il est plutôt intéressant sur sa techno, mais vous l'aviez sourcé pour un besoin spécifique, et finalement l'entretien client ne se passe pas bien, ou alors la mission ne correspond pas bien au dev, est-ce que tu peux rassurer les candidats qui ça arriverait? Est-ce que c'est disqualificatif? Est-ce que vous allez vous sortir de tout process avec ce candidat? Non, heureusement, on va Ouais. pas sortir du process avec le candidat. Si vraiment ça a bien matché, qu'on sent que c'est un candidat avec un bon potentiel et que bah voilà, il a aussi fité avec nous, on peut faire ce qu'on appelle une embauche sur profil. Donc ça, un jargon qui est vraiment technique, mais c'est-à-dire qu'on se projette avec ce profil en se disant, dans tous les cas, à telle date, on commence le contrat ensemble, et nous, pendant toute cette période, avant ton arrivée, on va faire en sorte de te trouver des nouveaux projets, des nouvelles missions. Donc là-dessus, il ne faut pas paniquer si le premier projet malheureusement tombe à l'eau, on sera là pour vous en trouver plein d'autres et faire en sorte de rester ensemble dans le processus. Et alors les entretiens avec les clients, ben, là aussi il peut y avoir des questions techniques du coup. Eh oui, Oui. complètement. Est-ce que pour ce que tu en sais, est-ce que c'est la majorité des clients qui vont poser des questions techniques aux développeurs une fois qu'ils se retrouvent devant eux, ou est-ce que c'est pas tous? Comment les clients en fait, comment les clients, si tu as un petit peu de vision là-dessus, je pense que c'est le cas, Ouais. appréhendent un petit peu le niveau technique du dev, parce que en fait ils le connaissent pas, ils ont juste le dossier technique que vous avez fait constituer, ils ont votre parole comme quoi il est très bon, mais peut-être qu'il est pas très bon. Mhm. Comment ça se passe là-dessus? Alors c'est vrai que oui, souvent il y a des questions techniques qui seront posées au cours de l'échange par le client. Alors je pourrais pas forcément donner de visibilité parce que ça dépend de Ouais. la société. Par contre, nous souvent ce qu'on va faire, c'est que avant l'entretien, on va préparer le candidat, on va faire ce qu'on appelle un coaching pour le coacher donc sur différents aspects, notamment sa présentation. Donc ça c'est tout bête, il n'y a même pas de partie technique, c'est juste savoir se présenter auprès d'un client. Et puis également lui donner des petits tips sur les questions potentielles. Oui. Alors soit parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire d'autres entretiens avec ce même client et que du coup on sait les questions qu'il est amené à poser, ou alors parce que c'est des questions qui sont quand même assez régulières. Nous, tu l'as expliqué déjà tout à l'heure, on a une liste de questions qu'on peut envoyer au candidat en disant, bah voilà, si tu veux un petit peu bachoter dans la soirée, hésite pas, parce que Ouais. c'est des questions qui peuvent tomber à tout moment. Je réagissais quand tu disais on va préparer l'entretien sur le candidat sur sa présentation. Je reprends ce fameux entonnoir qu'on nous parle à chaque fois, etc. Ah ouais, oui, la Ah, on méthode part de du global, puis on descend petit à petit. Ouais. Ok.
Alors, Soun nous demande si les entretiens sont généralement accessibles aux juniors. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Est-ce que tu mets la pression aux juniors? Est-ce que tu les cuisines un petit peu? Moi, je suis adorable en entretien. Non, en plus, je fais beaucoup d'entretiens techniques pour des juniors. Et en général, on va pas essayer de piéger le candidat. L'idée, c'est pas un exercice d'humiliation. C'est une évaluation technique. Donc, on essaie juste d'évaluer le candidat techniquement. Donc, on va pas essayer voilà, d'être arrogant ou voilà, de pointer du doigt ce qu'il sait pas ou quoi. C'est vraiment, on veut savoir ce que le candidat sait. Et voilà, en 1 heure, c'est pas forcément évident, mais en Non. général, C'est vrai on que y arrive. surtout pour des gens qui ont touché à beaucoup de choses, ça peut être assez long et complexe. Moi, pour ajouter un petit peu de vision par rapport à ça, c'est aussi, en fait, on nous demande pas de dire est-ce qu'il est bon et on le prend, ou il est mauvais et on le prend pas, en fait. Ça va être quel, cartographier de façon approximative ses compétences et dites-nous dans quoi il est bon et dans quoi il n'est pas bon, quel est son niveau d'expérience, comme ça nous on sait comment un petit peu sur quel type de projet on peut le mettre, etc. etc. C'est pas juste, bah, on prend pas que les meilleurs en fait, parce que déjà les meilleurs ils coûtent plus cher aussi, enfin, ils ont un salaire plus élevé, etc. Et puis tu veux aussi pouvoir capitaliser sur des compétences de juniors qui ont l'air intéressants, qui ont l'air prometteurs. Puis tu as aussi des juniors qui vont devenir bons avec le temps et qui peuvent avoir du potentiel, qui sont peut-être pas forcément les plus. Déjà, ça peut être leur premier entretien technique, alors ils peuvent être nerveux, ils peuvent un petit peu se planter sur la forme, et au final, bah, ça affecte un petit peu le rendu que tu donnes, mais en même temps, on sait que c'est un junior, donc on nuance un petit peu tout ça. Donc, ouais. Et alors, moi, je pense que les entretiens techniques sont accessibles aux juniors, même si, bien sûr, bah, tu peux tomber sur des personnes qui font passer des entretiens techniques qui n'ont pas forcément des savoir-être non plus enfin, irréprochables. Alors vous, par contre, côté RH, en général, c'est quand même plus poli. Vous mettez plus les gens à l'aise, je pense, dans les entretiens. Vous n'êtes pas là pour les coincer. Non, non. Non, et puis je pense que je suis vraiment pas comme ça en plus. Donc le but c'est vraiment de mettre tout le monde à l'aise. Je suis pas là pour vous demander les qualités et les défauts à la fin. Voilà, pendant l'entretien, on est bien loin de ce temps. Donc voilà, l'idée c'est de créer vraiment un bon lien, un bon feeling, s'adapter au discours de la personne. Si c'est une personne qui est plutôt jeune, qui préfère même qu'on se tutoie, moi j'ai aucun souci avec le tutoiement dès le début. Donc voilà, pas de problème. Mustafreeze nous demande, donc pour une ESN, il y a des entretiens avec l'ESN et des entretiens à chaque mission pour un client. Du coup, je pense que Ouais, c'est le cas, hein, on est d'accord, hein, Alexiane. moi c'est ça, hein. C'est Ouais, entretien avec totalement. le SN en tant que tel et ensuite En entretien général, le technique. client, c'est un seul entretien. C'est rare que ce soit deux, si. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est quand même Hmm. assez rare. C'est vrai que souvent c'est directement voilà un échange avec le futur tech lead ou voilà la personne avec qui vous allez être vraiment en contact permanent. Euh, c'est rare un candidat soit déjà pris chez le client sans être rencontré par ce dernier, parce qu'il faut pas oublier Mhm. que pour vous aussi, il faut que ça matche. Hein. Donc voilà, le but de cet échange, c'est que le client puisse vous reparler de sa mission, de son environnement technique, humain, voir si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous projeter. Et à ce moment-là, on pourra avancer ensemble. Mais il faut pas le prendre vraiment dans le sens inverse, où vous allez vous sentir piégé aussi par le client en doublon. Bien sûr. Ok. Eh ben, écoutez, on va voir s'il y a des questions dans le chat sur cette partie-là, sur la partie technique du recrutement. Et après, on Moi, va. j'avais une question pour vous, Oui. les garçons. Ouais, Est-ce que vas-y. du Ouais. coup, quand vous avez fait les échanges bah voilà, avec des profils plus juniors, en les évaluant, vous êtes tombé sur des candidats où vous vous êtes dit mince, je pense qu'il va m'en apprendre beaucoup plus que ce que moi je suis en train de lui dire. Ah, ça m'est Alors, déjà arrivé. ouais, moi ça m'arrive tout le temps sur la partie CSS, parce qu'en fait, nous on a appris le CSS à un âge où le CSS c'était une technologie obscure, très approximative. Et de nos jours, bah, je vois des mecs ils sont capables de faire des designs impressionnants en 10 minutes, alors que moi j'ai pas la moitié de cette compétence, ça c'est clair. Et oui, oui, ça arrive, ça arrive. Mais en particulier, j'ai rencontré une fois un mec qui avait 1 an d'expérience et qui avait un niveau de tech lead sur plein d'aspects de la stack JavaScript et tout, où genre il connaissait dans le détail le fonctionnement de Webpack, etc. Mais aussi quels étaient les différents patterns pour genre déployer des applications. Enfin, il connaissait tous les ORM sur Node, etc. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ne connaît pas le mec en fait quoi. Et là, tu te dis, mais c'est un petit peu flippant en fait. Genre, c'est toujours. De toute façon, voilà, enfin, je spoil déjà, moi aussi j'ai des idées pour les prochaines émissions. Il y a un sujet dont je veux parler, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, la crise de confiance du développeur.
Et je peux vous dire que quand vous avez 12 ans d'expérience et que vous avez un petit junior qui a 1 an d'XP, qui vous apprend des trucs et qui vous met face à vos propres limites, bah, vous faites pas le fier. Et en même temps, vous vous dites, ouais, quand même. Mais il y a des génies comme ça, hein. Il y a des mecs qui, je pense à des Evan New, des mecs qui sont vraiment très jeunes et qui sont des génies du JavaScript, etc. Enfin, c'est 0,1% des profils, mais quand vous tombez dessus, waouh quoi, c'est impressionnant. Ouais, et tu te dis, quand il te décrit un peu les projets sur lesquels il a travaillé, tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait de C'est mon ça temps quoi. libre Enfin, moi, tout ce moi, temps? moi, j'ai eu aussi un lead qui était très bon par exemple, mais bon, alors lui il avait de l'expérience pour le coup. Mais il avait créé son framework backend pour Node, tu vois. Et enfin, quand tu tombes sur des mecs comme ça qui ont créé leur framework Oui. et qui te donnent la justification sur leur choix de conception de leur framework, pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans cette direction et tout, ah ouais, c'est cool les gars. Mm. Voilà. Est-ce que ça répond à ta Ok. question, Alexia? Mais ouais, complètement. Ouais. C'est intéressant aussi de le voir dans ce sens, cet échange. Mais après, je le répéterai toujours, je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, moi je vois pas les compétences d'un développeur, pour moi c'est pas une question de progression verticale. Pour moi c'est une carte avec des différentes zones de compétences et tu explores plus ou moins en profondeur certaines zones et du coup on peut cartographier tes compétences de façon assez claire. Moi par exemple, je me positionne en tant que lead dev sur des projets, pourtant la partie DevOps, je suis pas très à jour dessus. Enfin, c'est des choses sur lesquelles je suis pas le 100% confortable. Et pendant très longtemps, ça m'a gêné. J'ai appris le minimum pour être quand même opérationnel. Mais bah ouais, il y a des mecs qui ont 2 3 ans d'expérience qui vont apprendre des choses là-dessus parce que bon, c'est pas mon truc, tout simplement. Et je pense qu'à à terme, vous arrivez au niveau de compétences où vous vous dites il y a plein de choses que je ne sais pas et c'est pas grave, hein. Ouais, c'est ça, ou c'est Ouais. des trucs, t'en as entendu parler, tu l'as un peu vu dans différentes missions, mais t'as jamais pu vraiment pratiquer par toi-même. C'était une autre équipe qui s'en chargeait, donc tu laissais un peu faire. Donc au final, t'es un peu spécialisé sur un certain aspect du métier, quoi. Ok. Alors, dans les sujets d'actualité du dev, avant de faire la transition, je voulais parler d'un sujet en particulier. Alors attendez, je vais vous préparer la scène. Et on va regarder ensemble un article qui m'a beaucoup fait rire et m'a un petit peu rendu nostalgique aussi aujourd'hui. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Hop, voilà. Alors c'est parti. Donc, nous sommes le 15 juin et c'est la fin de l'ère Internet Explorer. Voilà. Le 15 juin, ce sera la fin du support officiel d'Internet Explorer 11. Donc il n'y aura plus de nouvelles mises à jour de sécurité. Ils ont expliqué un petit peu ce qui allait se passer avec Internet Explorer qui va être remplacé par Edge petit à petit sur les postes qui peuvent installer Edge et qui va être abandonné qui sera encore accessible mais qui sera plus mis à jour sur les autres terminaux. C'est la fin d'une époque, hein, quand même, Antoine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bientôt. De toute façon, je pense que depuis un petit moment, les gens commencent à se dire, on laisse tomber IE, ou même quand on développe en tant que dev, on va se dire, on supporte pas IE, maintenant il y a Edge, donc je pense qu'il était temps, Alors, c'est vrai que finalement. maintenant, dans l'écosystème JavaScript, on a des solutions pour gérer la compatibilité navigateur avec Babel, etc., etc. Mais à une époque, c'était quand même toujours quelque chose d'important de prendre en compte les 40%, puis 20% d'utilisateurs qui restaient sur Internet Explorer pendant très très longtemps. Et puis, bah, la première étape, ça a été quand même quand Microsoft a abandonné son moteur JavaScript qu'ils avaient eux-mêmes développé pour Edge et qu'ils sont passés sur Chromium. Et je pense qu'on peut le dire clairement, du coup, hein, Chrome et Google, ils ont gagné la guerre des navigateurs de loin, quoi. Parce que même si tous les navigateurs, tout le monde n'est pas sur Chrome, à part les gens qui sont sous Mac, qui sont sous Safari, tout le monde utilise des navigateurs basés sous Chromium, sous le moteur de Chrome. Et je pense qu'on peut dire que maintenant, ils sont complètement hégémoniques sur le secteur. Ah, après, il y a peut-être encore une partie. Ah non, Firefox, non, c'est pas Chromium encore, ils ont leur propre moteur et tout. Je sais plus si Firefox c'est Chromium. Enfin, je crois qu'il y a des parties qui sont basées un peu sur Chromium parce que le moteur il est assez similaire. Ouais, Ouais. peut-être bien, mais en tout cas, de toute façon, ça fait partie des navigateurs modernes. Donc maintenant, oui, IE, c'est fini.
Et puis, c'est fini. Tu jettes un regard satisfait ou nostalgique sur cette information? Ou les deux? Un peu les deux, en vrai. Pour Bon, moi, c'est un questionnement qu'on n'aura plus tellement à se faire, je pense. Plus les années vont passer, plus les Ouais. entreprises vont migrer que sur du Chrome ou du bon, Firefox. voilà. Donc, Et voilà, je me sens vieille, Gilly Wen. Mais alors, et nous alors? Et nous? Disons-le. Mais ouais, la fin d'une époque, la nostalgie, tout ça, et voilà. Mais ouais, ça m'a. J'ai été pris au dépourvu par cette nouvelle ce matin. Allez, on reprend un petit toute peu. une époque, tu pouvais installer un utilitaire sur IE, il me semble, qui pouvait t'afficher ton application, enfin ton site, sous différentes versions d'IE. Alors, Du coup, tu pouvais switcher IE5, IE6. moi, mon premier navigateur internet, je l'avais eu sur un CD-ROM de marchand de journaux que t'es dans les magazines de jeux vidéo. T'avais des CD-ROM avec les démos jouables, etc. Et il y avait Netscape installé pour que tu puisses lire la documentation qui était fournie en HTML, parfois dans les démos des jeux, tu sais. Ah, Donc du ouais. coup, le premier navigateur que j'ai utilisé, c'est Netscape, l'ancêtre de Firefox, hein, d'ailleurs, Ah, sur les technos. ah ouais. Et Netscape qui avait d'ailleurs pesé pas mal dans le développement de JavaScript et des technologies associées, hein, au final. Ah, c'est vraiment la vieille époque, hein. Ouais, Ah, j'ai fabuleux. pas connu ça pour le coup. Bref, espèce de dinosaure, on me dit. Franchement, D'ailleurs, je tiens à dire que les premiers sites internet que j'ai développés, c'était même pas sous Notepad, c'était sous Front Page Express, qui était un éditeur de Microsoft, en mode what you see is what you get, en WYSIWYG, pour pouvoir, genre, tu mets du gras, tu centres, tu mets tes images, tu incrustes des sons, etc., etc. Et c'était comme ça que j'ai fait mes premiers sites internet pour moi, qui tournaient en local, en fait. Je savais même pas que c'était du HTML et du CSS derrière, quoi. Enfin, tout ce que je savais, c'est que c'était cool, c'était trop bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait même pas de CSS, c'était juste des balises color ou des trucs dans ce genre. Voilà, c'était trop bien. ouais, choses ont bien changé depuis, hein. Ouais. Et bien, depuis, effectivement, ben, on a le web n'est plus que sur du HTML, du CSS, et puis donc il y a eu le JavaScript, et puis en back-end il y a plusieurs technos, et puis en fait on a un petit peu l'embarras du choix quand on est dev pour choisir un petit peu sa techno. Et puis ben, c'est un sujet qui était pas mal revenu la dernière fois. Est-ce que pour le développeur c'est plus stratégique de se spécialiser ou de se diversifier et d'apprendre plusieurs choses pour pouvoir être polyvalent? Alors en fait, c'est une question qui n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs aspects en fait à cette question. On va essayer un petit peu de découvrir. Mais toi, Alexandre, qu'est-ce que tu observes au niveau des candidats? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont spécialisés sur une techno ou est-ce qu'ils touchent à plusieurs choses? Et est-ce que pour vous, ce sont des choses qui sont importantes dans les premières étapes? Ouais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des candidats qu'on trouve ont la chance d'intervenir sur différents sujets, bah, notamment par rapport à leur formation technique hein, à l'école, où on va avoir un peu de bac, un peu de front. Donc certains décident de prendre un virage et de se spécialiser réellement dans le bac ou réellement dans le front, soit parce que ben ils préfèrent, voilà, c'est souvent le cas, hein, on a souvent quelqu'un qui va préférer soit l'un soit l'autre. Mais on a quand même tendance à avoir aujourd'hui des profils full stack avec une répartition 60-40, alors soit 60 back, 40 front ou l'inverse. Mais c'est aujourd'hui quand même un plus d'avoir quelqu'un Hmm. qui, alors pas forcément maîtrise les deux, mais qui a une connaissance, même si elle est que voilà théorique ou assez simple. Mais ça va être un gros plus pour la suite parce qu'on sait qu'elle pourra plus facilement interagir avec les équipes selon l'organisation du client ou de la Mais société. au-delà de l'aspect front to back, c'est au niveau des technos surtout. Les Est-ce technos elles-mêmes, ouais. ouais, est-ce que vous voyez beaucoup de... Genre, à l'époque, on avait beaucoup de développeurs qui faisaient que du Java, par exemple, Mhm. qui touchaient pas à quoi que ce soit d'autre. Enfin, ils avaient des notions d'HTML, CSS, parce qu'on en a tous fait, quoi. Mais est-ce que c'est des choses que vous voyez encore beaucoup? Ou maintenant, est-ce que c'est beaucoup de devs, justement, full stack, qui ont appris une techno en back, une ou deux technos en front, qui savent faire plusieurs types de bases de données, etc. Enfin, c'est quoi C'est un petit plutôt peu? ça, ouais. C'est plutôt ça? Non, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt le dernier aspect. Aujourd'hui, on a des gens qui interagissent vraiment sur plusieurs, voilà, plusieurs technos, qui vont faire de l'Angular avec du C Sharp, pas forcément avec du Java. On va avoir des gens qui vont faire du JS d'un côté et quelque chose de totalement différent en complément. J'ai déjà eu des candidats qui faisaient du Unity
aussi avec de l'Angular. Enfin bon, voilà, on peut Waouh, avoir waouh. des mélanges qui sont assez parfois surprenants, mais là-dessus, c'est pas forcément un frein ou quelque chose de bloquant parce que ça peut montrer aussi que voilà, si la personne a envie de faire de la veille, de s'intéresser à plein de techno, c'est, je pense, un gros plus. Donc c'est rare d'avoir quelqu'un qui, voilà, pendant plusieurs années, va rester sur que du Java, par exemple, ou au bout d'un moment, ils auront envie de prendre un petit virage aussi et de découvrir autre chose. Et est-ce que tu vois encore beaucoup de profils que j'appelle des profils de niche qui ont choisi une techno qui est pas forcément la plus populaire, mais qui est parfois Il y en a. demandée et qui sont vraiment spécialisés à fond, fond, fond dedans? Il y en a. Il y en a, j'avais rencontré une candidate qui était sur du PHP depuis plus de 20 ans. Enfin, je pense qu'elle avait fait toute sa carrière que là-dessus. Et quand je lui disais, il n'y a pas une envie de voir autre chose, c'était ah non, un non catégorique. Pourquoi faire ça? C'est très bien, je m'en sors très bien Ouais. dessus. Alors, Voilà, on a des gens qui sont bloqués. c'est vrai que le PHP c'est quand même une techno qui est encore assez open. Enfin, c'est pas forcément ce que j'appellerais une techno de niche parce Ils ont que pas tu de, peux. c'est ça, Ouais. ils Mais ont pas de volonté. je pensais plus à alors des dev COBOL, mais ça va. Je pense qu'il y en a plus beaucoup. On en a pas trop. On a à la rigueur des Scala ou des Rust, Ouais. enfin, ou du Go. Voilà, il y a du Go également Ce qui, cas-là, voilà, c'est vrai c'est qu'effectivement, bah, ça peut spécifique. être un petit peu spécifique aussi, ouais. Pour tout ce qui est data. C'est pareil, les gens qui ont fait du R, qui est pas vraiment un langage, mais enfin, Ouais. qui est une compétence qui est quand même assez. C'est vrai que côté data, j'ai l'impression quand même que les profils ont plutôt tendance à se spécialiser. Par contre, dès qu'on commence d'entrer dans des domaines qui sont plus ce genre-là, j'ai l'impression qu'ils choisissent plus une technologie sur lesquelles ils sont ultra compétents plutôt que de se diversifier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Antoine? Est-ce que tu es un développeur spécialisé ou expert sur un sujet, ou est-ce que tu es plutôt un touche à tout? Alors, en ce moment, je dirais que je suis un peu spécialisé, pour le coup. Mais je pense que c'est un peu un chemin, une réflexion qu'on va avoir naturellement quand on est dans une ESN. C'est qu'en fait, on va un peu être catégorisé en tant que consultant pour aller sur telle ou telle mission Mhm. avec telle ou telle techno. Et du coup, pendant un certain nombre d'années, enfin ça dépend de la durée de la mission, mais en général ça peut être 2, 3 ans, tu vas être sur telle techno. Donc naturellement, tu vas un peu te spécialiser. Après, je veux nuancer un petit peu en disant que avec un langage, donc prends à tout hasard le JavaScript, tu as tout un écosystème qui vient avec. Et donc, fatalement, tu vas toucher en fait à différents aspects. Tu vas avoir JavaScript, tu peux toucher au front, tu peux toucher au back. Avec ça, tu as Node, tu as NPM, tu as Webpack, tu as Vite. Et du coup, tu vas pouvoir toucher finalement à pas mal de notions juste avec un langage. Alors, si tu es sur du Java, ça va être plus avec Apache ou ce genre de choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, moi, me concernant, c'est plus de la spécialisation. Mhm. Et alors, pourtant, tu es développeur JavaScript, tu es développeur full stack. Alors, Ouais. c'est vrai que l'aspect du full stack, on met souvent des mauvais mots sur le full stack et des mauvaises définitions. Moi, par exemple, j'ai des juniors qui me parlent parfois, qui me disent, mais est-ce que développeur full stack, ça veut dire qu'il faut être trop bon partout? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être super bon côté back et super bon côté front? Pense pas. Enfin, tu peux, enfin, Parce c'est que, dur Non, d'être je pense super bon partout, en eh fait. ben oui, c'est ça. Mais alors, ça. en plus, est-ce que le full stack, c'est vraiment le dev qui fait du back et du front? Parce qu'en général, la définition qu'on met derrière le full stack, c'est quelqu'un qui intervient à tous les niveaux de la chaîne de production. Donc il va faire aussi du déploiement, il va faire un petit peu de DevOps, il va faire un petit peu de base de données, il va faire un petit peu d'archi, il va faire un petit peu Test. d'infosys, quoi. Donc tout ce qui est admin 6, Linux, etc., etc. En fait, ça a l'air d'être plutôt enfin, pour moi, le développeur full stack, dans sa définition d'origine, c'est l'archétype du touche-à-tout qui peut être un élément de la stack où il est un petit peu plus qualifié que d'autres parce qu'il a plus travaillé avec les autres, mais eh ben, il est censé quand même toucher un petit peu à tout et pas que juste au front et au back, quoi. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pour moi, la définition académique, effectivement, du dev full stack, ça va être plus ça. Effectivement, tu touches au front, au back, mais on sait, une application web, c'est pas que ça. Il y a aussi tout un aspect base de données, bien sûr, et aussi déploiement. Donc, et du coup,
architecture, infrastructure, ça peut aller très loin. Mais j'ai l'impression que une définition, on va dire, plus générale que les gens ont, c'est effectivement tu touches et du front et du back. Donc tu vas toucher à l'apparence de ton site web et tu vas toucher à la partie, on va dire, qui gère les interactions avec la base de données, ce genre de choses. Donc Ouais. j'ai l'impression que c'est plus cette définition-là qu'ont la plupart des gens. Alors moi, je répondrai à la question d'Eurostar. Je vais lire un petit peu la question de Soon juste avant, que je trouve très très intéressante et qui met un petit peu le doigt sur un sujet que je voyais encore il y a 4-5 ans. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient cette question-là. Le full stack, c'est pas un peu un concept qui a été créé pour que les entreprises paient moins d'ailleurs, au lieu de prendre deux personnes bonnes dans leur domaine, en prendre une moyenne partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors moi personnellement, je pense pas. Je peux comprendre qu'on ait cette vision ou qu'on ait eu cette vision. Après, on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours une préférence, voilà, que ce soit pour le back ou pour le front. C'est rare d'avoir quelqu'un qui soit déjà de un aussi bonne sur les deux et qui ait vraiment envie de faire une répartition 50-50. Donc même si dans nos équipes on est staffé que de full stack, au final, bah, ça va après se rééquilibrer parce qu'on aura quelqu'un qui sera vraiment largement meilleur pour être que sur le front et donc il va faire une majorité de front pendant que son binôme lui sera peut-être largement meilleur sur le back et il fera que du back. Donc au final, souvent ce sera un match parfait. Je pense qu'on va très rarement trouver une seule personne dans l'équipe qui sera full stack et qui pourra intervenir sur tous les sujets. Ouais, je pense aussi que les entreprises, s'ils demandent spécifiquement full stack, c'est qu'elles ont un besoin derrière et que la personne devra intervenir à la fois sur le serveur et à la fois sur le client. Et que du coup, fatalement, tu peux pas avoir quelqu'un qui ne touche qu'au client ou que au back. Faut Et fatalement un peu puis, des deux. et puis c'est vrai que autant, bon, je peux imaginer un développeur 100% back qui n'aurait jamais fait de front de sa vie. Sa vie doit être triste, hein. Il a fait que développer des API en REST ou alors que des trucs, que des algorithmes de traitement de données. Mais bon, éventuellement, il n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le front, j'avoue. Mais pour un développeur front, Ouais. à partir du moment où maintenant on a des frameworks front-end qui sont assez complexes et qui vont incorporer pas mal de logique côté front et que tu vas définir des modèles de données qui persistent entre, par exemple, en TypeScript, tu vas pouvoir définir tes modèles qui sont les mêmes entre le front et le back. J'ai l'impression que le développeur front-end moderne, c'est quand même vraiment intéressant pour lui d'avoir au moins des notions de back, quoi. Ouais. Je pense aussi que ce que peuvent rechercher en tant que développeur front les entreprises, c'est aussi quelqu'un qui a une appétence avec l'UX. Donc, du coup, si elle demande vraiment une personne spécialisée front, elle va faire un peu du UX, elle va faire un peu de design Ouais, aussi, un c'est petit vrai. peu ce genre de choses. C'est vrai que quand tu prends un développeur front-end, tu t'attends à avoir aussi quelqu'un qui a une vraie appétence sur UX, alors qu'un full stack, tu t'attends pas Mhm. forcément à ce que ce soit le cas. C'est ça. Et en plus, Ouais. souvent sur un projet comme ça, tu vas prendre un framework d'UI et ça va très bien se passer, etc. Ok. Alors, je vais expliquer un petit peu pour Eurostar parce que il y a une vraie histoire du web qui est cyclique en fait par rapport à ça. C'est vrai que, alors, je parle vraiment des technologies du web, pas forcément des langages plus bas niveau. Donc, au tout début, on avait le HTML et le CSS et il n'y avait pas de logique. On affichait des pages, point. Et c'était joli, c'était décoré. Mais il n'y avait pas de logique, et puis on s'est rendu compte à un moment qu'il fallait qu'on introduise un petit peu des données, qu'on stocke des données, qu'on récupère des données, ce genre de choses. Et c'est vrai que, bon, en web, on pouvait faire du ASP.NET et des trucs dans ce genre, mais il y avait quand même beaucoup, il y a encore beaucoup de sites qui tournaient en PHP, mais pas le PHP genre moderne où tu fais Laravel, etc. Et puis tu as un joli front de l'autre côté, mais le PHP à l'ancienne où tu étais sur la page index.php et tu avais ta page HTML qui s'affichait. En fait, c'est ce qu'on appelle le back-end as a front-end. C'est-à-dire qu'on se sert du back-end pour te servir des pages, plutôt que de servir des endpoints d'API en JSON, on te sert des pages HTML. Et effectivement, bah, c'est quelque part, c'était du full stack parce que tu gérais l'affichage front, tu gérais la récupération des données back, mais en plus, les deux étaient mêlés dans le même fichier, quoi. C'était, tu avais ton fichier PHP. Alors du coup, pour structurer un peu plus le développement qui fonctionnait de façon là, on s'est inspiré du modèle MVC qui existait déjà dans les langages lourds, hein, parce qu'on avait la vue, enfin, avec le modèle, la vue et le contrôleur. Et c'était particulièrement adapté tant qu'on faisait du backend as a frontend en PHP. Et après, quand on a séparé, qu'on a splitté le front et le back, pourquoi est-ce qu'on a splitté le front et le back? Parce que le JavaScript est devenu beaucoup plus puissant et parce qu'on a voulu faire une meilleure séparation des concerns, comme on dit, c'est-à-dire que
on laisse chaque partie responsable de ce qu'elle doit gérer. Et en plus, l'avantage du JavaScript, c'est qu'une fois que tu as téléchargé ton script, bah, ta logique, tu n'as pas besoin de recalculer, de refaire des appels serveurs. Donc ça a évité de faire, quand on a eu les frameworks qui permettaient de faire des single page applications, ça évite de faire des allers-retours sur la couche réseau quand tu veux juste afficher de la donnée qui est de la navigation. Ça, c'était assez intéressant aussi. Ça arrivait en même temps que le web mobile, en plus, qui pouvait en tirer parti. Donc ça avait du sens. Et là où on est en train de tourner un petit peu en rond, c'est que ben, on se dit que parfois, mine de rien, ça avait un intérêt. Maintenant que les serveurs sont plus puissants et qu'on a des technologies asynchrones qui sont capables de te générer des pages sans que tu sois bloqué par les autres scripts qui sont en train de s'exécuter, par exemple avec Node, eh ben, on trouve maintenant ce qu'on appelle du server-side rendering, où on va, les frameworks front-end modernes vont être exécutés non pas dans le browser de l'utilisateur, mais côté serveur. Et vont te générer tes vues côté serveur avant de te les envoyer en HTML, etc. Et on a fait la boucle est bouclée. On est revenu quelque part sur le modèle original où c'était du PHP qui te permettait de générer des pages HTML dynamiques. Et effectivement, donc tu faisais du PHP full stack. Ben maintenant, tu peux faire. Et maintenant, tu peux même, par exemple, tu prends du Next ou du Next pour Vue ou pour React. Tu peux même gérer des bases de données directement à partir de Next ou de Next. Donc tu n'as même quasiment plus besoin de mettre du Node derrière ou quoi que ce soit. C'est du Node qui tourne déjà. Donc c'est marrant parce que l'histoire des technologies du web, elle a ce côté un petit peu cyclique qu'on retrouve et qui est assez intéressant. Je sais pas si tu avais un petit peu creusé cette vision de ton côté, toi, Antoine. Ouais, on a déjà superbe résumé, vraiment. Ça a retracé une bonne partie de l'histoire du développement web. Et puis, ouais, moi, j'ai commencé avec du PHP, avec du PHP à l'ancienne où tu écrivais de la logique vraiment directement dans un fichier .php, tu avais ton HTML à côté et tout. Mais ensuite, j'ai vu les SPA arriver, et là, j'ai commencé à toucher un petit peu à ça. Et ouais, c'est vrai que c'est cyclique. Maintenant, on voit de plus en plus de frameworks où effectivement, tu as ton back et ton front qui sont mélangés. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi né d'un constat que quand on allait sur des SPA, donc que ce soit en React, en Vue, en Angular, on téléchargeait masse JavaScript et du coup les gens se sont dit non, c'est plus possible, du coup on va faire tout côté serveur et on renvoie la page directement en entier, Ouais. déjà complètement chargée. Alors, du coup, je trouve que Develmart met quand même effectivement le doigt sur un argument. Moi, je trouve qu'effectivement, derrière le terme full stack, les entreprises mettent un terme touche à tout qui n'est pas la réalité du terme tel qu'on l'utilise entre devs, tu vois. Et en ce sens, peut-être que c'est juste un buzzword pour les entreprises, mais pour les développeurs, pour moi, le métier full stack, il décrit une réalité. C'est celui qui touche un petit peu à tous les éléments tous les maillons de la stack. Alors, la question de Liwen, elle est importante. Faut-il donc rester en alerte et apprendre de nouvelles technologies tout au long de sa carrière? Ça va nous permettre de faire la transition sur la suite. Alors oui, malheureusement, le métier de développeur, tu n'auras jamais de zone de confort où tu peux te dire, bah ça y est, j'ai fait ma formation universitaire et maintenant je sais faire mon métier et maintenant je peux pratiquer pour gagner en expérience, en maturité et je n'ai pas forcément besoin de réapprendre de nouvelles choses. Non, ça c'est un rêve. Tu devras tout le temps innover, apprendre de nouvelles technologies et te former. Et spoiler, oula, ouais, ça brûle un petit peu ton image, hein, Antoine, ta lumière. Ouais, on te voit dans l'ombre, dans la pénombre. Antoine est dans l'obscurité. Je serai dans... Et du coup, en fait, les entreprises vont te dire qu'elles vont te former sur de nouvelles technos, mais en général, les formations sont assez légères. Genre, je me souviens que dans mon ESN précédente, j'avais un programme de formation pour monter en compétences et apprendre de nouvelles technologies. Les formations, c'était 2 heures. En 2 heures, tu n'apprends pas un nouveau langage de programmation ou une nouvelle technologie front-end. Éventuellement, ça te fait de la sensibilisation pour pour t'aider dans ta veille, mais jamais tu vas te former sur un. C'est très rare que des entreprises te payent, te financent sur une nouvelle techno. Ça peut arriver, par exemple, quand tu es en entreprise de services numériques, tu es en intercontrat, tu n'as rien d'autre à faire, parce que on attend qu'on te trouve une nouvelle mission, on va te dire, prends du temps pour te former. Vas-y, let's go. Mais en étant réaliste, moi, tout mon temps de formation, je le prends sur mon temps perso, et je pense qu'Antoine, tu es sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment plutôt côté perso, si tu veux te former à de nouvelles techno. Donc moi, c'est un peu ce que je fais. Je trouve, notamment si tu veux te former, c'est en faisant des petits projets, Mm. pas juste lire la doc. Donc ça aide pas mal. Ouais. Après, les ESN, elles peuvent éventuellement t'aider sur de la formation, sur des technos qui sont forcément en demande Bah, en dans fait, des missions. ESN ou pas, Oui. selon certains projets, sur certains projets,
où tu seras pas sur un rythme qui est le rythme d'enfer où il faut que tu livres la semaine prochaine un legacy sur lequel tu travailles depuis 3 mois alors qu'il y avait 6 mois de dev à caler. Ben là, ouais, si tu es dans un rythme ultra soutenu où tu dois livrer en urgence, tu pourras pas te former. Mais quand c'est des projets qui sont bien gérés, bien encadrés, bah en fait, ton temps de veille et ton temps de formation, il va parfois même être prévu dans le projet, dans le sens où on va te dire, bah ouais, on envisage de migrer sur cette techno. Est-ce que ça te dirait de faire un petit peu de veille et de faire un petit proto sur cette techno? Ça, par contre, je l'ai vu faire. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, Anton, par exemple. Euh, alors, pas vraiment sur une techno en tant que telle, c'est plus en début de mission où effectivement c'est pris en compte dans la mission évidemment que voilà, la première semaine ou les 2 premières semaines, Ouais. tu sois en formation pour t'adapter au contexte, etc. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle les phases d'onboarding, où vous arrivez sur une mission, sur un projet, on va vous aider à rentrer dans ce projet. Mais au-delà de ça, moi j'avais vu sur des projets qui étaient déjà assez rodés. Genre, j'ai travaillé en prestation pour un développeur d'applications de télé très connu, dont je ne te dirai pas le nom, qui permet de regarder Pas des de chaînes de marque, télé. Hmm. pas de Pas de marque, marque. attention. Et effectivement, bah, on avait des journées tech où on pouvait faire de la veille et essayer de faire des protos nous-mêmes sur de nouvelles technos. Et ça choquait personne en fait parce que tu n'avais pas tu n'avais pas cette urgence du développement parce que au niveau des features, tu avais vraiment un rythme de livraison de features qui était plus lent parce que une feature elle était qualifiée en amont, puis elle était bien travaillée avec le PO où on prenait le temps de bien la spécifier, et quand le développeur la faisait, il la faisait genre faire un bouton, c'était un sujet qui pouvait te prendre 3 jours parce que tu vas vérifier que ton bouton il est bien conforme au design system, tu vas vérifier que ça va implémenter les maquettes pixel près, et tu vas le mettre à la QA pour vérifier que le bouton il marche bien sur tous les périphériques, etc. Et au final, pendant cette phase-là où tu as des postes, bah, tu as le temps de te monter en compétence sur d'autres technos parce que bah, ton rythme de livraison de features, il est prévu pour être lent en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas sur Ouais, une temporalité de livraison dans l'urgence, quoi. ouais, ça dépend vraiment de l'urgence. Et je trouve ça pas mal. Là, je suis même sur une mission en ce moment où on a prévu un jour par sprint. En gros, c'est la journée tech. Je me demande qui a eu cette idée, hein. Ah, quelle bonne idée! Ou en gros, si on n'est pas à la bourre sur des tâches ou quoi, on peut s'amuser à Ouais. soit rembourser de la dette technique ou alors aller explorer d'autres Je pense que contrées la personne qui a mis ça en technologiques. place, c'est un génie en fait. C'est trop une bonne idée. Ça devrait Alors, être, ça devrait être dans gardons les pieds sur toutes les terre. missions. Ça devrait être dans tous les projets. Bref, alors on va passer sur la suite, mais d'abord il y avait la question de Mister Freeze. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients d'une ESN? Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Euh, Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est que du coup, t'es externe à une boîte et du coup, en fait, tu vas être en mission que pendant un certain temps, qui va te permettre de voir différents environnements. En fait, à la fois différents environnements techniques, mais aussi différents projets, différentes manières de gérer un projet. C'est ce qui, moi, m'a attiré vers le métier de consultant à la base, c'est ça. Euh, L'inconvénient, c'est que du coup, tu es externe et que, fatalement, tu peux pas apporter autant enfin, ce que tu dis n'aura pas forcément autant d'importance qu'un interne. Tu vas pas pouvoir forcément changer du tout au tout le projet d'une Hmm. entreprise. Ouais, Euh, j'ai eu des cas où t'es chez le client et en fait c'est difficile en termes de culture d'entreprise parce que t'es un chien client pendant une période d'1 an alors que tu viens d'arriver dans ton entreprise à toi. Bah, du coup, tu t'appropries pas vraiment la culture de ton entreprise à toi parce que bah, t'es tout de suite allé chez le client et il peut y avoir quelques événements genre after work, etc. Mais selon les entreprises, ça peut être assez limité. Et toi, tu arrives chez le client, mais le client, par exemple, bah, il peut avoir déjà plein de routines qui sont par exemple au niveau du CE, etc., etc., où tes prestataires, toi, t'es pas convié. Moi, j'avais eu le cas par exemple d'une entreprise où ils avaient un accord salarial qui leur permettait de quitter le travail à 14 heures le vendredi. Eh ben moi, je devais rester tout le ouais. vendredi après-midi tout seul au bureau. Et en général, il restait que le directeur de service. Ben, tu t'amuses, hein. Voilà. Et après, bon, au-delà de ça, je pense que les avantages et inconvénients, c'est vrai que c'est la flexibilité. Quand t'es un ESN, t'as la flexibilité de pouvoir choisir ton projet. Alors du coup,
ça répond un petit peu à cette question-là, Soon. C'est que ça dépend des ESN, mais en général, des ESN qui mettent un petit peu le consultant au cœur du modèle, et c'est le cas des petites ou moyennes ESN en général, tu vas pouvoir avoir le choix de ta mission. Après, ça dépend. Si tu es sur une techno ultra spécifique, c'est difficile d'avoir un choix de mission parce que tu n'en as pas beaucoup. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, alors, en général, je sais que c'est un argument pour certains, les salaires en ESN sont un tout petit peu plus bas que la moyenne du marché chez le client, parce que le client, il n'a pas d'intermédiaire à payer, alors qu'effectivement, le ESN, il faut qu'elle crée sa marge par rapport à ta prestation, ce qui est normal. Et je dirais aussi, tu as la surcouche relation commerciale qui vient se rajouter, qui entre en jeu quand tu es consultant. Parce que, effectivement, on facture ta prestation et du coup, tu peux te retrouver dans des situations que tu n'as pas souhaitées parce que, par exemple, ton client, il a plus le budget pour ta prestation. Donc, il coupe ta prestation du jour au lendemain. Alors que si tu étais salarié, tu serais salarié. Donc, tu aurais un contrat de travail. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et j'ai eu le cas de devs que j'ai connus qui ont très mal vécu, par exemple, une rupture de prestation entre le SN et le client. Parce qu'ils avaient un contentieux qui portait sur un autre projet, mais ça a mis un terme à sa prestation chez le client, alors qu'il était super bien intégré aux équipes et qu'il s'éclatait. Et du jour au lendemain, on lui dit tu ne retournes plus chez le client. Et ça crée des situations un petit peu frustrantes. Donc, Ouais, c'est triste ça, t'es un peu tributaire aussi ouais. du client et du coup, si un projet, si le client décide de terminer un projet, raison budgétaire ou n'importe quoi, c'est les consultants qui sont dégagés en premier Puis fatalement. ça veut dire aussi que là aussi c'est un peu la roulette russe, c'est que tu vas tomber parfois sur des très bons clients qui sont investis derrière toi et qui vont te laisser les coups des franches, mais en même temps qui vont être derrière pour te chapeauter, enfin pour t'aider pour que tu puisses atteindre ce pourquoi ils t'ont engagé. Et puis tu as d'autres clients où on va te dire tu dois faire ça, on te laisse, et puis on te donne pas de nouvelles, on te dit rien pendant plusieurs mois. Et tu te rends pas compte, mais en fait, tu es complètement décalé par rapport à tes objectifs. Ou alors, il va te demander des comptes, il te dit pourquoi tu progresses pas, pourquoi ça se passe pas bien, alors que t'as pas de structure pour travailler. Voilà. Tu as toujours le risque de te retrouver chez un mauvais client. Et tu peux aussi te retrouver chez un client formidable, et tout en gardant la possibilité de switcher de mission et tout. Donc ouais, je veux dire, en fait, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est la flexibilité que ça t'offre. Le fait par rapport à si tu étais en CDI dans une entreprise. Et alors, c'est vrai que ce qu'on me dit en général, c'est que ceux qui aiment bien le modèle la flexibilité offerte par une ESN, mais qui n'aiment plus le modèle qu'il y a derrière, l'autre alternative, en général, ça va être se mettre à son compte, parce que ça te permet de garder cette flexibilité en prenant les projets que tu veux. L'inconvénient, si tu te mets à ton compte, c'est que quand t'as pas d'activité, C'est plus risqué. t'as pas de paye. Voilà. Donc t'as intérêt à être carré et à être motivé pour rester au taquet tout le temps. Il faut savoir te vendre aussi. Parce que si tu te mets à ton compte et que tu te factures largement en dessous du marché, tu vas pas avoir de vie. Parce que il va falloir que tu démarches les projets, etc. Voilà. Moi je trouve que il y a des avantages et des inconvénients à tous les modèles. Alors attendez, on va remonter les questions. Donc oui, pour une ESN, tu peux refuser un client s'il te plaît pas. Ça se fait en général. Ça dépend des ESN. Inopan, ça c'est l'excuse. Par rapport à quel argument? Du coup, pour un junior, si sa première mission, ça sera sous l'aile d'une ESN, le CR doit être ignoble. Non, pas du tout. Au contraire, parce que le ESN, justement, elle a une marge sécurisée par rapport à... En fait, je pense que même que pour un junior, l'argument du salaire sera peut-être plus intéressant via une ESN. Parce que tu auras un cadre sécurisé. Si ça se passe mal, tu restes dans une entreprise. C'est pas comme si tu étais chez le client et tu étais en période d'essai et tout. Enfin, en général, c'est moins risqué. Et non, moi je trouve que c'est plutôt une bonne opportunité pour un junior côté salaire, une ESN. C'est plus. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'une ESN, une fois que t'es. Genre, quand tu as vraiment atteint 20 ans de carrière, tu peux arriver à bout de ce que tu peux faire parce que des missions en tant que chef de projet, lead technique, voire CTO, t'en auras pas. Alors que tu as 20 ans de bagage technique derrière toi, tu peux être directeur technique dans une boîte, et là par contre, c'est à la fois plus challengeant, tu vas avoir plus de choses à faire. Et voilà, je pense que le SN, ça peut caler pour des gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans de carrière, mais c'est pas, ça devient un modèle qui quand même devient un petit peu moins intéressant. Alors oui, c'est exactement ce qu'on nous disait Mister Freeze par rapport au fait de quitter des équipes où tu t'épanouis à fond. Et oui, tu peux refuser un client. Hein. Si on te positionne chez un client et que la mission ne t'intéresse pas, tu peux dire non.
Et pour ajouter un petit peu, parce que bon, du coup là on a beaucoup parlé de pas mal d'aspects, si je peux donner un aspect qui est évidemment encore plus du regard interne du recruteur en ESN. Déjà le fait de refuser un client, bien évidemment, et surtout une fois qu'on est en poste chez client et que ça se passe mal, il faut aussi le dire parce que tout est pas toujours parfait. On a dit tout à l'heure qu'il y a aussi des mauvais clients et c'est important d'avoir une relation de confiance avec son ESN. Donc outre le côté qualité défaut d'une ESN, c'est plus savoir les qualités et défauts de ton ESN. Et il faut voilà un peu trouver le match parfait. Peut-être que tu vas devoir passer par plusieurs ESN pour ça. Florent, je pense que voilà c'est un sujet que tu connais. Et du coup, au fur et à mesure, tu arrives à avoir un environnement qui te plaira davantage et sur lequel tu te retrouveras en termes de valeur humaine, en termes d'évolution professionnelle, et ainsi de suite. Et pour la partie salaire, alors j'ai entendu voilà le sujet de la facturation où du coup nous on a évidemment une marge à tirer. Il faut prendre un petit peu la chose différemment puisque quand on fait une proposition salariale à un candidat, on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on appelle le TJM, donc ce qui sera facturé au client. Donc ça rentre pas en compte dans notre marge. C'est-à-dire que ça, c'est pas votre problème, c'est le problème des commerciaux. Ce sera à lui d'aller chercher un meilleur TJM et de négocier. Mais vous, ça va pas rentrer en compte dans la balance parce que vous avez une valeur sur le marché qui est le marché de l'emploi, qui est le même chez un client final, dans une ESN, par rapport à votre nombre d'années d'expérience, votre formation, les salaires des personnes déjà présentes dans la société. Et du coup, il faut pas se dire voilà, que parce qu'il y a une facturation, une partie du salaire sera peut-être un petit Alors, peu. je suis d'accord sur le début de carrière, et jusqu'à 5-10 ans, c'est vrai. Mais à partir des 10 ans, en général, tu as des opportunités salariales qui sont largement supérieures chez le client final. Ça dépend ce que tu veux. Alors oui, Ouais. en ESN, tu peux parfois avoir un plafond de verre, mais c'est plus sur des profils qui sont extrêmement capés, où la difficulté qu'on a, c'est plutôt la projection sur du long terme. De se dire, bon, ok, là, de toute façon, c'est super, on a un projet pour lui, on a une mission, c'est concret, on sait qu'il va pouvoir faire le taf, mais qu'est-ce qui va se passer après? Si malheureusement, dans 2, 3, 4 ans, cette mission s'arrête, et ben voilà, si on est en intercontrat avec quelqu'un qui a un salaire qui malheureusement est C'est pas trop grave. important, c'est ça qui peut Ouais. après être difficile pour l'ESN de réussir à supporter un salaire de quelqu'un qui sera en Ouais, c'est intercontrat. normal, ouais, c'est normal. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que c'est. Au bout d'un moment, ça devient. Il peut y avoir des opportunités de collaboration intéressantes, mais c'est vrai que les clients, c'est pas forcément tout le temps qu'ils vont demander des seniors ultra confirmés, etc., et qui vont mettre le prix pour. Et puis, Mhm, le développeur, il peut avoir deux opportunités, mais je pense qu'effectivement, en début, milieu de carrière, à condition, comme tu disais, Inopan, de ne pas se retrouver chez de mauvaises ESN, parce qu'il y a des bonnes ESN, il bien y a sûr. des mauvaises ESN, Oh oui, en général, tu peux y trouver ton compte. complètement. Et je vois un petit peu les témoignages qui sont intéressants. Il y a des cas où le client est tombé sous le charme d'un dev travaillant pour une ESN et qui négocie avec ses derrière pour le recruter derrière. Bien sûr. Ah oui, oui, ça Bien arrive, sûr. ça peut arriver. En général, les ESN se blindent en termes de contrat pour que, bien sûr, bah, tu puisses pas, l'entreprise puisse pas te contacter directement toi et te faire une proposition salariale, genre, viens chez moi et laisse tomber ton entreprise. Mais c'est même prévu par certains types de contrats où, effectivement, bah, si tu as passé 6 mois chez l'entreprise et qu'elle est contente, il y a un ticket d'achat pour ton contrat. Bon, ça. Bien sûr. Je pense que c'est moins. J'ai l'impression que c'était moins fréquent, d'ailleurs, ces dernières années. Parce qu'effectivement, comme les développeurs deviennent de plus en plus difficiles à trouver, ben, les entreprises ont aussi envie de capitaliser sur leur pool de talents. Mais ça se fait encore. Ça se fait encore et nous on a le cas assez régulièrement. Voilà, quand un client est vraiment très intéressé, qu'il y a eu un match parfait, et le candidat veut aussi y aller, on n'a pas non plus de raison de s'interposer puisque on aura peut-être derrière un consultant qui sera moins motivé parce qu'on lui aura refusé cette internalisation. Donc nous on va plutôt le prendre comme une réussite parce que ça veut dire qu'on aura finalement bien fait notre boulot et qu'on aura trouvé le job parfait, le match parfait dès le début. Et on va plutôt le prendre dans ce sens. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Si tout le monde est satisfait du travail, il n'y a pas de raison d'aller à à cette encontre. Peut-être que par contre, comme tu l'as expliqué, on va mettre un délai qui va se dire bon, pendant quelques mois, vous allez pas l'embaucher en direct, vous nous laissez le temps maintenant de nous retourner, de prendre quelqu'un d'autre à sa place et ainsi de suite. C'est plus ce souci. Alors, du coup, je vois la question qu'est-ce que c'est une mauvaise ESN. Je vois aussi les remarques de Inopan. Alors, je pense que le Covid, ça a été justement la période qui a justement permis de faire le tri entre les bonnes ESN et les mauvaises ESN quelque part. Parce que les très grosses
où tu as un suivi personnalisé qui est pas très tout le temps à la hauteur et qui essaie de faire surtout beaucoup de volume, elles ont perdu du chiffre. Les petites et moyennes ESN qui ont quand même un petit peu plus mis l'accent sur le support des consultants, etc. pendant la période Covid et voir que ça se passait bien avec le télétravail. Et c'est plus facile à faire, hein, bien sûr, quand tu as moins de personnes, mais enfin, c'est pas une excuse non plus pour celles qui auraient pu se le permettre. Ça s'est quand même en général mieux passé. Moi, je me souviens que mon ESN de l'époque, elle avait fait plus 30% sur une année pendant l'année du Covid. Mais surtout, je me souviens, pour le coup, d'avoir eu au début du confinement prolongé, celui de mars 2020, un appel pour me demander mentalement comment j'étais en termes d'état d'esprit. Est-ce que j'étais pas en dépression? Est-ce que je me sentais plutôt à l'aise dans mon travail? Est-ce que j'avais tout ce qu'il fallait pour travailler à la maison? J'ai senti quand même, bien sûr, qu'il y a un intérêt aussi pour que le consultant puisse rester opérationnel et puisse continuer à travailler, mais il y avait quand même une prise en charge un petit peu plus personnelle et ça c'est quand même, enfin, au final, moi, dans mon entreprise à l'époque, ça s'est quand même plutôt bien passé pour les gens qui étaient dans la boîte au moment du Covid, parce qu'il y a eu un petit peu une prise en charge. Je pense que dans les entreprises qui mettent moins l'accent sur l'individu, ça peut être plus compliqué. Ouais, je pense que ça dépend pas mal effectivement de la taille de l'entreprise et un peu leur philosophie, mais le suivi du consultant, pour moi, c'est en tout cas c'est un élément clé et c'est ce qui va différencier une bonne d'une mauvaise ESN, c'est un peu ça. Ça va être juste un élément placé, un chiffre et ensuite c'est fini, on n'en entend plus parler. Alors, on va revenir sur le sujet quand même qui était le fait de se spécialiser ou de se diversifier en termes de techno. Donc on a parlé de front-end, back-end, etc., etc. Alors moi la question qu'on me pose, et Soon, d'ailleurs tu peux reposter ta question de tout à l'heure, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une techno et une seule en prenant le risque qu'elle devienne obsolète? Et est-ce que c'est un peu plus intéressant de se diversifier, même si ça veut dire être moins expert dans cette techno? Alors ça dépend toujours de la techno, mais comment t'approches un petit peu cette question, toi, Antoine? Si un jour le JavaScript ça disparaît et que c'est remplacé par le WebAssembly, bon, ça arrivera pas, mais comment tu aborderais la chose? Ce serait effectivement un gros changement dans le monde du web et bah, c'est là qu'il faut un peu s'adapter, effectivement. En général, vaut mieux essayer de le voir venir, tu vois. Je pense pas forcément au WebAssembly, mais tu vois, je pense à des nouvelles choses qui peuvent arriver comme le Web 3. euh, Ouais. où il y a même le- l'ancien CEO de Twitter qui parlait du Web 5. J'ai entendu parler de ça. Ouais. Encore une autre chose, un web totalement décentralisé. Est-ce que ce sont pas des buzzwords, ça, pour le coup, le Web 3 et le Web 5 et tout? Parce que, Euh, je pense que oui, mais je pense qu'il faut quand même s'intéresser à la techno qu'il y a derrière. Je ouais, pense, ok. rien que pour la culture, Là, on c'est peut être toujours d'accord, intéressant. effectivement. Vas-y, vas-y. Je te laisse continuer ton déroulement, ton raisonnement. Euh, non, mais après, ouais, pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, c'est quand même important d'essayer d'avoir en fait plusieurs cordes à son arc. Mhm. Au final, le langage, c'est un outil et du coup, le dev, il résout des problèmes. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'outils dans sa boîte à outils pour résoudre les problèmes. En tout cas, j'ai cette approche-là. Et alors, on parle des langages, mais on parle aussi des frameworks, notamment par exemple. Mm. Toi, est-ce que tu penses que c'est plus intéressant pour un dev de se spécialiser dans un framework front-end, par exemple? Est-ce que c'est plus intéressant de comprendre comment un fonctionne pour essayer d'être polyvalent sur tous? Parce que, alors, pour le front, moi par exemple, j'ai déjà vu des analogies. Même si tu sais des langages différents, quand tu fais du back et que tu dois propulser une API REST, quel que soit le langage, tu vas en général avoir un framework qui te propose un système de routeur avec des contrôleurs, etc. Et ça se ressemble quand même pas mal. Est-ce qu'on a la même analogie côté front? Est-ce que pour toi, c'est tout autant facile de passer, par exemple, de Vue à React, d'Angular à Vue? Enfin, comment tu abordes ça un petit peu? Est-ce que tu regardes un petit peu, est-ce que tu fais de la veille sur des technologies front régulièrement? J'essaie un maximum. Euh, le front, ça change beaucoup en vrai. Il y a beaucoup de C'est choses ça, qui ouais. changent. On parlait juste avant du passage PHP, SPA et à nouveau donc ce qu'on appelle le SSR, le Server Side Rendering, donc retour au serveur. Et donc ça change beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est juste un petit projet, un petit POC tout simple pour essayer de manier un peu la techno. J'ai regardé récemment du Svelte, j'ai regardé du Nuxt. Il y a Nuxt 3 d'ailleurs qui est en bêta actuellement. Et Oui, donc j'ai vu ça. j'essaie voilà, de quand même d'être à jour. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est aussi une question que je pose en entretien technique.
faire le parallèle avec ce qu'on disait, c'est ce que le candidat fait de la veille techno, donc Ouais. Et ça, c'est pour marrant essayer de parce voir un que petit peu son attitude. Alexiane pose la question à entretien RH, je crois, sur la veille. Et toi, tu la poses aussi en entretien Mm. tactique. Moi aussi, je la pose. Et c'est vrai que pour moi, la veille, c'est super important. Et c'est là que tu vois si le C'est candidat. essentiel. Parce que s'il reste trop braqué sur sa techno, CF, Mm. la question PHP tout à C'est l'heure, KO, hein. etc., c'est chaud, quoi. Alors, ça me permet de revenir sur la question de Soon. Alors, moi, j'ai un avis très tranché sur la question, mais je vais vous laisser un petit peu déjà y réagir. Malgré la pénurie de devs, est-ce qu'il n'y a pas quand même des marchés saturés? Je pense à React où il y a certes beaucoup d'offres, mais beaucoup de candidats aussi. Si oui, doit-on s'en inquiéter? Ouais, vas-y Antoine, si tu veux. Euh, Ça, j'ai pas une vision exacte en fait du nombre de gens qui postulent là-dessus. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes en général sur du React. Ouais. Très souvent, t'as la stack Spring Boot, donc Java et React ou Angular ou machin. Ça, c'est des trucs que je vois beaucoup passer en tant que demande pour une mission, en tant qu'appel d'offres. Après, en tant que candidature, je sais, j'ai pas la vision là-dessus. Ouais, alors sur la partie candidature, c'est vrai que ça, c'est assez. Ça veut pas dire grand-chose parce que les opportunités, il y en aura toujours. Enfin, voilà, dans tous les cas, que ce soit du React ou du Node ou peu importe, il y en aura toujours. Aujourd'hui, si on regarde la liste un petit peu enfin, des langages ou des frameworks qui sont les plus recherchés, bah, c'est ce qui va ressortir. Hein. Là, pour 2022, je crois que les prévisions, c'est en premier donc langage JavaScript, ensuite Java Python, et ensuite pour les frameworks, c'est React Node. .NET de mémoire ou Angular, je sais plus quel est le troisième. Donc aujourd'hui, on aura toujours besoin de personnes qui vont gérer ces frameworks ou ces langages. Il y aura jamais trop de candidats. Par contre, la difficulté qu'on peut avoir, c'est peut-être plus en entretien pour après se démarquer, où là il va falloir peut-être être différent sur la personnalité, sur les soft skills qu'on disait tout à l'heure, Ouais. et également sur la partie salariale qui risque aussi de pencher dans la balance, puisque moins la techno est rare, moins on aura besoin de réellement vous lier davantage en se disant il faut surtout pas qu'ils partent après à la concurrence. Alors, Donc c'est aussi voilà. c'est vrai que pour le coup, moi, le risque pour un dev, je pense que c'est plus de choisir une technologie de niche en se disant, ben, ce langage, je vais être l'un des rares en France à être trop bon dessus, et après de pas réussir à trouver le poste, parce que ben Ah bah c'est sûr. voilà. Par contre, si tu prends une techno qui est populaire, je pense que t'as pas trop de risques. Et ça veut pas dire qu'il faudra jamais en changer. Je pense qu'il va falloir se remettre en cause au bout d'un moment si tu vois qu'elle évolue pas. Et je prends l'exemple d'Angular. Angular, ça se ressent peut-être pas au niveau du marché de l'emploi en France. La France a pas mal d'inertie là-dessus. Tu as des statistiques qui existent sur le State of JS par exemple 2021. Mais Angular, c'est la technologie des trois frameworks front-end, c'est celui qui est en perte de vitesse. Et je commence à voir des développeurs qui ont fait que du Angular et qui bloquent. Qui bloquent parce que ils se sont pas mis à Vue, ils se sont pas mis à React et ça les intéresse pas. Et ben là, ils ont du mal à retrouver des postes. Alors hier, j'en ai vu. Et d'un autre côté, comme il y a aussi moins de développeurs qui se lancent sur cette techno parce que il la juge moins intéressante que React, par exemple, maintenant, ou que Vue. D'un autre côté, il y a aussi des développeurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont devenus experts là-dessus. Et que dans certains coins, les entreprises n'arrivent pas à recruter de dev Angular parce que les nouveaux devs, ils se feront pas dessus. Donc on a un petit peu les deux tendances, c'est-à-dire qu'effectivement, y a des technos qui perdent en popularité, mais comme elles perdent en popularité, il y a aussi moins de devs qui se forment dessus, et du coup, il y a moins de profils qui sont dispo, donc les entreprises galèrent à trouver des profils. Alors, je vais reprendre un petit peu. Est-ce que c'est pas des modes les technos? Alors, je vais parler d'un effet de mode de techno. Je vais parler de Deno côté back, qui devait remplacer Node parce que c'était du créateur de Node, etc. Et puis finalement, on n'en entend plus parler en termes d'adoption professionnelle. Je crois que c'est du 1 ou 2%. Donc, ça, c'est Faut un y effet de mode. croire, il faut y croire, ça va finir par Mais percer. c'est pas que des effets de mode, parce qu'on voit que par exemple, le fait que les entreprises soient passées d'Angular à React, il y a de vraies raisons techniques liées aux performances, liées à la façon de travailler, qui font que effectivement la techno a été laissée derrière. Et les technologies, elles se mettent à jour aussi. JavaScript, il y a 10 ans, c'était dégueulasse à travailler. Pardon pour les développeurs JavaScript de l'époque, j'en étais. C'est devenu intéressant à partir de S6. Et le langage, son standard, il évolue. Et c'est pas qu'une question de mode. C'est que comme c'est une. En fait, le HTML, le CSS, le JavaScript, tu en auras toujours besoin. Peut-être qu'après, tu auras des langages qui vont être compilés en JavaScript ou autre chose, mais tu auras toujours besoin de ces trois briques. Après, pour les stacks web. Par contre, est-ce que, par exemple, le Go,
Est-ce que des langages qui sont un petit peu qui apparaissent et qui durent pas forcément tout le temps très longtemps, est-ce que ce sont des effets de mode? Je pense que ça dépend des technos. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir de vrais arguments à faire jouer et d'autres où effectivement c'est du gadget quoi. Imo, un bon React dev, il doit savoir switch entre React, Angular, Vue. Bah oui, je suis d'accord, on est d'accord. Quelle place pour les juniors aujourd'hui en entreprise? Qu'est-ce que t'en penses, Alexiane? Il y a de la place pour eux, hein. Voilà, aujourd'hui, les juniors sont vraiment recherchés, notamment les juniors qui auront par exemple de l'alternance ou ne serait-ce que des stages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a aucun souci à embaucher des juniors. D'ailleurs, voilà, on en parlait en introduction de ce live. Là, c'est vraiment la période où on a les candidats, les futurs diplômés qui candidatent sur des opportunités. Je pense que 85% aujourd'hui de mes entretiens, hein, si ce n'est plus, ce sont des profils juniors qui vont être diplômés d'ici quelques mois. Et on leur trouvera toujours une place parce qu'aujourd'hui, on a... Alors là, je parle de l'ESN évidemment, mais on a la possibilité de vous faire monter en compétences, c'est ce qu'on disait dans les avantages de la société de conseil. Et surtout, on a des clients qui sont prêts à prendre des profils juniors, mais qui ont envie et qui voilà restent pas sur leurs acquis, comme on a pu le dire tout à l'heure. Alors, il y a la question sérieuse, Vue, React, Angular. Moi, je vais lancer un sondage. Je vais lancer un sondage dans le chat. Voilà. Quel est votre framework front-end de prédilection? Je vais mettre Vue, Angular, React et je vais mettre Svelte. Allez, je vais mettre 2 minutes et vous allez me répondre sur votre framework front-end de prédilection. En vrai, Antoine, je te pose la question, mais je connais la réponse. Ouais, moi, je suis plus sur du Vue maintenant. Même si j'ai commencé avec du Angular. Et en fait, alors, c'est pas mal, mais Angular, t'as tout un système à apprendre au départ qui peut être assez impressionnant. Parce que quand moi, par le passé, j'avais fait quasiment que du HTML, CSS, du PHP, de l'Ajax, du jQuery, j'avais jamais touché à ces gros frameworks front. Angular, t'as quand même une pente assez grande à gravir avant de pouvoir le maîtriser. Ouais. T'as TypeScript, t'as une notion de contrôleur de modules, etc. Donc, Alors, le pour le SAS coup, aussi. TypeScript, ça devient quasiment un standard maintenant. En front-end, ça devient de plus en plus fréquent quand même. C'est vrai. Et je Euh, pense que maintenant, il faudrait utiliser que ça, d'ailleurs. je pense qu'Angular, c'est celui qui est en perte de vitesse. React, c'est le plus connu parce que Facebook qui est derrière. Mais je pense que Vue.js ou React, ça se tient sur un projet. Moi, je préfère Vue parce que j'ai essayé de revenir sur React. Parce que les hooks, c'est cool. Et en vrai, React, c'est populaire. Et puis, moi, il y a des points avec l'API React où je trouve que ça me permet pas de piloter exactement ce que je veux. Et je suis un peu déçu. Parce que Et après, je pense que ce qui manque à React, c'est une question de standardisation des pratiques. Il y a trop d'hétérogénéité au niveau des pratiques, au niveau des développeurs. Alors que Vue, comme tu as un cadre un petit peu plus robuste, c'est quand même moins le cas. Je vais dérouler un petit peu. Question, répondez le plus sincèrement. Si vous savez pas, répondez pas. Si tu fais un projet de fou furieux, je pars pas d'API, un gros projet, est-ce qu'il est possible d'être embauché en remote direct ou quand tu es junior, c'est impossible? Alors moi, ça dépend des entreprises, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui ont des critères de recrutement qui sont un peu plus... qui sont un peu différents. Mais moi, je pense que pas mal d'entreprises, tu arrives avec un gros projet que tu as fait de A à Z toi-même et qui est propre et qui est carré, etc. Je pense que c'est possible d'être en embauche directe. En full remote, peut-être pas au début. On va peut-être te demander d'au moins passer des entretiens en physique et on va peut-être te demander de faire un petit peu de temps en présentiel. Le sondage est terminé. C'est vu qu'il y a avec 7 points, React avec 3 et Angular avec 1. Et ben du temps, on est beaucoup de fans de Vue ce soir. C'est cool. Ah, Possible de un maîtriser. chat cultivé. Ouais. Alors que, étonnamment, pour donner un regard un peu plus interne par rapport à ce que recherchent les clients, alors là, je vais notamment parler du marché montpelliérain, je vais pas me permettre de juger les autres, mais aujourd'hui, la compétence qu'on recherche le plus en ce moment, c'est l'Angular. Donc là, on est en pleine Ouais, recherche mais, active de dev Angular, donc... on est très très en retard en Là. France. Et là-bas, en Ouais. particulier les milieux bancaires qui sont tous passés sur Angular alors qu'il n'y avait aucune raison et ça me surprend beaucoup. Mister Freeze, oui, je pense que les deux plus proches entre React, Angular et Vue, c'est vraiment React et Vue, en particulier depuis Vue 3, où tu as quand même des analogies très très fortes entre les deux et c'est pas très très difficile de passer d'un à l'autre, surtout si ton besoin il n'est pas excessivement complexe. Alors oui, pour le coup, Vue et React ont récupéré les concepts d'Angular. L'API de composition, c'est les React Hook, mais avec une source de Vue que je trouve que je préfère personnellement. Mais oui, voilà, ça se fait bien.
Payé à quel prix aussi? Car les juniors demandent beaucoup en sortie d'études. Tu en penses quoi? C'est vrai que les juniors demandent beaucoup en sortie d'études? C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai que oui, là, depuis quelques mois, on commence voilà, à avoir un marché de l'emploi qui bouge beaucoup en termes sur la partie salariale. Nous, ça nous oblige évidemment de façon continue à nous tenir informés, à revoir sans cesse nos grilles sur lesquelles on est censé se baser. Voilà, aujourd'hui, un jeune diplômé arrive parfois à être embauché à autant qu'un profil qui a 3, 4, 5 ans parce que il aura il aura la bonne perso, il va arriver au bon moment sur le bon besoin et voilà, tout ça c'est évidemment le gros problème du recrutement On et précise de la partie aussi qu'il salariale. y a toujours beaucoup de disparités géographiques, parce que si vous êtes à Paris, vous Bien êtes sûr. bien sûr... Alors qu'en fait, à l'époque où tout le monde fait du full remote, c'est moins évident en fait. Enfin, moi j'ai beaucoup d'arguments qu'on me dit, mais pourquoi est-ce qu'il continue à y avoir des disparités régionales aussi fortes? Parce que je crois que par exemple dans la dernière étude de Talent.io, il y avait plus 30%, plus 30 à 35% de salaire supplémentaire des devs qui sont en région parisienne par rapport à la province. C'est énorme quand même, alors que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'équipes qui sont en full remote. Moi par exemple, là j'étais pour un client parisien, quoi, tu vois. Donc c'est un sujet qui est un petit. Je pense que c'est des choses qui vont évoluer dans les années à venir, parce que Ouais. les façons de travailler sont plus les mêmes non plus. Les juniors, alors ça c'est un sujet qui me tient à cœur et vous le savez parce que c'est ce qui m'a poussé à lancer le podcast. Les juniors qui viennent des formations à distance en ligne de type Open Classroom, O'Clock, etc. Est-ce qu'ils ne galèrent pas trop à être recrutés? Alexandre, tu en vois beaucoup des profils de ce genre? J'en vois beaucoup, oui, on en voit de plus en plus et ça va, je pense, être de plus en plus présent au fur et à mesure des années, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même beaucoup de possibilités de se former sur ces métiers avec des organismes ou voilà, comme O'Clock et j'en passe qui sont quand même qualitatif. Après, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de me plonger dedans, mais des retours que je peux avoir et des candidats que je peux rencontrer sur ces sujets, on sent qu'on est quand même sur voilà, des bonnes formations et c'est pas forcément un frein en termes de recrutement. Moi je pense que le profil type du développeur junior, d'ici 5 ans, ce sera Ouais. majoritairement des gens qui auront suivi ces genres de formations et pas des gens qui auront fait des études de type école d'ingénieur ou fac d'info ou licence d'info, etc. Je pense que ça a vocation à devenir majoritaire avec beaucoup de reconversions. Et je pense qu'il va falloir que les entreprises s'adaptent parce que pour l'instant, elles ne sont pas encore... elles ont un petit peu du mal à comprendre la réalité de ces formations et leur qualité. Je pense qu'il y a encore un déficit de vision, alors que pour suivre beaucoup de promos Open Classroom et de potes qui ont fait tout ça, elles sont quand même ultra qualitatifs par rapport à ce que j'ai pu voir, nous, par exemple, nous, on est quand même une génération, par exemple, Antoine, je pense que tu es d'accord. Certes, nos études académiques, enfin universitaires ou quoi que ce soit, elles nous ont permis d'avoir un socle technique un petit peu de base, mais tout le reste, c'est autodidacte, quoi. Ah, c'est beaucoup autodidacte, bien sûr. Bah, au tout début, juste après le bac, moi, c'est majoritairement sur le site du zéro à l'IA, Ah enfin, là là, Open Classroom, maintenant que je me suis formé. Et ouais, moi, je trouve ça ultra cool d'avoir des juniors qui sortent de ce genre de formation. D'autant plus que ouais, j'avais regardé un petit peu le parcours d'Open Classroom, il avait l'air très quali. Et après, ça va être vraiment ouais, sur quelles compétences techniques ils en ont tiré, quelle attitude ils ont vis-à-vis du développement, et aussi quels projets sur lesquels ils ont travaillé, même de leur côté. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très valorisé lors de l'entretien. Quelqu'un du chat en parlait juste avant, de juste se ramener avec un gros projet fait de A à Z. Je pense que ça peut être ouais, très valorisant. Ouais. Et un moyen, d'ailleurs, je réfléchissais un peu au changement de techno. Si jamais tu veux passer par exemple du développement web à du développement mobile sur Android ou sur iOS, comment est-ce que tu peux un peu montrer ton expérience? Je pense que ça va être majoritairement avec des projets que tu as fait toi de ton côté. Et comment tu apprends la data avec des projets avec des gros volumes de données quand c'est des projets perso? Ça a Hein. toujours été les lignes, tu vois, pour quelqu'un qui voudrait basculer sur des technologies. Je parle pas de faire juste du Python, je parle de faire du Hadoop ou des trucs dans ce genre. Comment tu fais pour faire des projets perso, tu vois? Ça m'a toujours Alors fasciné. ça, c'est une bonne question. Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a des trucs sur le net qui je te... pense qu'un jour on fera venir quelqu'un qui nous parlera de data, parce que c'est un milieu un petit peu Mm, différent du dev et c'est intéressant. mm. Je connais un dev qui fait que du vanilla, vous en pensez quoi? Alors moi je pense que
déjà, quand t'as pas besoin de réinventer la roue, bah, pourquoi tu le ferais? Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être plus une approche qui paye pour les freelances ou qui vont se permettre de choisir des projets où ils peuvent démarrer from scratch. Parce que par contre, bah, quand tu vas travailler en équipe, tu as besoin d'un lieu commun. Et le lieu commun, c'est le framework et la stack technique que tu vas choisir. Et puis, après, ça dépend ce que tu vas appeler que du vanilla. Parce que par exemple, si tu veux faire du back en JS, tu es obligé de passer par Node. Parce que c'est pas un langage qui tourne côté front-end. Donc quelque part, après, vous me direz, Node, c'est pas un framework, c'est un runtime. Donc tu pourrais faire du Node sans Express et faire ta propre librairie de routage. Mais je pense que c'est pareil, tu Ouais. réinventes un petit peu la roue, quoi. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Et en plus, si tu es sur des projets où on dirait il y a une deadline à respecter, le temps que tu réinventes la roue, Alors, ça peut prendre pas mal de temps. alors, je pense qu'on va. Je vois là des questions d'Inopan. Là, je suis en train de. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions ce soir. Ouais. Et Ouais. je pense qu'à terme, on essaiera de mettre en place sur Play the Dev une session où on permettra à certains viewers de venir poser des questions en oral et de venir sur le Discord et nous rejoindre. C'est quelque chose que je voulais mettre en place. J'ai pas eu le temps de le préparer pour cette session. On le mettra en place à partir de la prochaine. Je pense que ça peut être intéressant. Embaucher les juniors Vraiment. plus haut, ça fait pas fuir les 3-5 ans d'expérience, voire 10 ans d'XP? C'est le risque. C'est pour ça que voilà, il faut vraiment être attentif à tout ça, au marché, voir comment il évolue. Et ça, c'est évidemment le rôle, bah, notamment des RH, de toujours être sur le qui-vive pour voilà, pour pas passer à côté de très bons profils qui auraient cette vision bah, du marché qui commence un peu à être en déséquilibre. J'ai fait 40 calls d'entretien entre mars et avril et j'aurais aimé partager mon expérience pour la demoiselle. Alors là, je pense que ça va être peut-être un petit peu tard. Mais hésite pas, je vais mettre le lien vers le Discord en tout cas pour que vous puissiez rejoindre le serveur communautaire. Et tu peux envoyer un message privé, moi c'est Nel Simon sur le Discord, et je le transmettrai à Alexiane pour qu'elle puisse éventuellement te faire un retour si ça l'intéresse. Ouais, avec plaisir. Voilà. Je suppose que vous en avez déjà parlé la dernière fois, mais je repose la question. Une fourchette de salaire pour un junior et pour un junior venant d'une reconversion pro. Alors attendez, moi pour ça, je vais vous donner. Il y avait une étude sur les salaires que j'avais postée la dernière fois, je crois. Salaire de la tech, enfin, du dev. Je, je sais pas si. Soon, tu sais, tu l'as pas le lien que j'avais posté sur les salaires. Je crois que je l'avais posté sur votre Discord. Je t'enverrai ça, Liwen. Peut-être pas en stream là, mais une fourchette c'est difficile. Ça dépend aussi des technos, mais je te donnerai le document. Voilà. D'être invité à l'oral, bon, on en reparlera. Je n'avais pas encore le bac, Mm. que je faisais déjà des sites PHP. Merci, c'est du zéro. Ouais, j'ai appris le PHP en école d'ingénieur, mais j'étais horrible. Enfin, je l'ai appris sur le site du zéro en école d'ingénieur. Mais à l'époque, c'était vraiment les vieux cours. Oui, les émissions sont préparées à l'avance et surtout, techniquement, on est encore un petit peu balbutiant, comme vous pouvez le voir, hein. C'est la deuxième édition de Play the Dev, donc on va gagner en maturité techniquement. Et notamment, alors je lance l'appel, hein. On va sans doute avoir besoin de régisseurs qui vont pouvoir nous aider à gérer justement le flux des questions, la modération et éventuellement gérer un petit peu, enfin, aider avec la partie technique. Pour finaliser un petit peu tout ça, il y a aussi la question de faire des formats en présentiel aussi, que j'aimerais aussi mettre en place à un moment. On vous en reparlera, il y a des choses qui vont évoluer sur le format et on va aussi expérimenter plein de choses dans les mois qui viennent. Liwen, j'avais une question par rapport à la dernière. Non, Liwen, effectivement, elle est dans le chat. Le syndrome du super-héros, c'est quand tu te vois en sauveur du monde ou que tu arrives sur les projets. Genre, Un gros problème, ça. c'est un gros problème en général. C'est genre, oh mais je viens de débarquer sur ce projet, c'est la catastrophe, il y a trop de dettes techniques, et puis ils sont trop à l'arrache, ils n'arrivent pas à développer les features, mais moi je suis trop trop bon, alors je vais fixer tout ça. Et cette phase-là, je suis désolé les gars, mais en tant que dev, il y a quand C'est dur. même de grandes chances que si vous avez un tout petit peu d'ego, vous l'avez eu dans votre carrière. Et moi, ça m'est arrivé. Antoine, je pense que ça t'est arrivé aussi. Je l'ai en ce moment même. Je suis là en ce moment même. Est-ce que tu veux que je répète ces paroles à ton tech lead récent sur le projet? Ah, non, mais c'est vrai que des fois, quand on est en mode ouais, ça je sais, les autres ils sont. Enfin, c'est plus. Tu vas te dire que les autres ils sont moins bons et du coup tu te prends vraiment un peu, tu te crois trop chaud. Mais ouais, faut essayer de garder un peu les pieds sur terre et d'être ouvert à la critique. Je sais pas comment on peut résoudre ça, mais à mon avis, ouais, faut
savoir se remettre en question, quoi. Faut surtout se dire que personne n'est irremplaçable. Regarde, j'ai Ouais. quitté le projet où j'étais avec avec Antoine, pardon, et pourtant, voilà, ça s'est pas cassé la gueule, donc je n'étais pas irremplaçable. Alors que je m'imaginais être irremplaçable, quelque part. Que là, on est encore stable. Mais Voilà. combien de temps encore? Alors je continue, je déroule. Toujours une open qui nous parle des ESN avec des bas prix et avec l'inflation qui me dit que les devs partent de plus en plus en freelance ou chez des clients finaux. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous observez de ton côté, Alexiane. Je pense que pour des grosses ESN, genre Capgemini, etc., c'est fort possible parce que déjà ce sont des entreprises qui ont plus souffert du Covid que les plus petites ESN. Complètement. euh, et qui en général ont aussi des salaires qui sont plus standardisés. Mais je pense que si tu t'orientes vers des... Ouais, c'est le Doc Talent.io, effectivement. C'était un Doc Talent.io qui parlait des diversités de salaires. Je vais essayer de vous le retrouver après. Mais je pense qu'effectivement, sur des ESN de plus petite taille, alors, c'est vrai que là, pour le coup, sur l'inflation, personne ne pouvait prévoir. Genre, effectivement, C'est malheureusement. quand tu es satisfait d'avoir eu ton augmentation annuelle et qu'après tu te rends compte 3 mois plus tard que l'inflation est à plus 5%, tu fais merde. Mais en même temps, déjà ça veut dire que tu arrives à suivre. Enfin, en tant que dev, en général, on arrive à suivre juste. Enfin, s'il y a de l'inflation à 5% par an, en général, tu peux t'arriver pour suivre le rythme, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers, de toutes les professions. Et ça, faut quand même se dire qu'on reste des privilégiés, nous les devs. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Alors, talent review, les salaires. Ouais, du coup, pour compléter un petit peu, voilà, je pense que de toute façon, on l'a déjà expliqué, il faut vraiment être très attentif à ce sujet, se renseigner, voir ce qui se fait chez les clients finaux. Alors après, les freelance, c'est encore autre chose, parce que là, pour le coup, on peut pas forcément se comparer avec des opportunités freelance où vous allez négocier vous-même votre propre TJM, où vous avez aussi malgré tout le risque d'être freelance, c'est-à-dire de ne peut-être pas avoir de contrat, de client. Donc tout ça, c'est un risque qui peut quand même rentrer dans la balance, contrairement à un poste en ESN ou chez un client final. Et moi, je peux aussi témoigner. Hein. C'est vrai Mm. que quand vous êtes en freelance, mais que vous êtes dans le mode je vais chez des clients pour faire des projets chez des clients, oui, vous pouvez vous mettre à un TGM qui est assez élevé. Maintenant, la réalité de beaucoup de freelance, il y a une vraie fracture, il y a une vraie fracture numérique au niveau du développement informatique. C'est que maintenant, de nos jours, vous êtes une PME, un petit commerce ou quelque chose dans ce genre. Si vous voulez vous payer un site ou une application basique avec juste quelques fonctionnalités, ça vous coûte c'est déjà hors de prix. Et si vous voulez quelque chose d'avancé dont vous avez besoin pour votre activité, par exemple parce que la législation l'a forcé, eh ben vous êtes complètement dans les clous et c'est hors de prix pour vous. Parce que déjà, quand on parle de TJM assez bas de freelance qui sont dans les 300-400 euros, pour beaucoup de petits business, c'est déjà hors de prix, quoi. Donc, et du coup, il y a beaucoup de freelance qui s'orientent vers les PME, qui sont pas au niveau de salaire qu'on considère quand on parle d'indépendants, de freelance, qui sont en mode ben, je passe par une SN qui va m'envoyer chez un client, mais je suis en freelance, c'est pas en. Ou alors je vais même démarcher quelques boîtes, mais je vais être internalisé pendant quelques temps dans leurs équipes. C'est pas du tout effectivement la même organisation. Et c'est vrai qu'effectivement, du coup, il y a une forte hétérogénéité au niveau des salaires chez les freelances. Il faut pas se croire que tous les freelances ils sont les rois du pétrole, je pense. Je vous le retrouverai, je le posterai sur le Discord, le Dr. Alain si ça vous va. Et oui, il y a beaucoup à revoir chez les ESN, mais ça fait 20 ans que. Ça fait 20 ou 30 ans que c'est un sujet. Et je sais qu'il y a toujours des entreprises qui n'ont pas su se remettre en question sur leur pratique au bout de 20 ans. Mais c'est pas le cas de toutes. Exactement, c'est pas le cas de toutes. Il faut pas faire non plus une généralité. Et puis surtout, on a aussi parfois le même problème chez les clients finaux. Aujourd'hui, dans les recrutements qu'on peut avoir, on a beaucoup de personnes qui étaient chez un client final et qui décident de basculer sur le mode de l'ESN et ils s'y retrouvent en termes de salaire. C'est bête à dire, mais nous, on va pas faire une proposition inférieure déjà à ce que la personne touche actuellement, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. On se doute bien qu'il va pas nous rejoindre. Donc ça, déjà, c'est un premier aspect. Et surtout, on va vraiment bien comprendre par rapport aux différents entretiens que vous passez, aux différentes propositions salariales que vous avez. Déjà, nous, ça va nous servir pour comprendre comment ça se passe sur le marché et surtout pour soit s'aligner, soit essayer de faire une meilleure offre si on est très intéressé par votre profil. Ça reste un petit peu le monde des enchères, le recrutement. Donc voilà, c'est important de garder ça en tête pour la suite. Voilà. Antoine, ça t'a déjà intéressé, toi, l'aventure
de freelance ou pas du tout? Euh, ouais, carrément. En fait, je me posais même pas mal la question sur la fin de mon alternance. Et au final, j'ai vu que il y avait quand même, faut être quand même pas mal organisé si tu veux. Tu dois créer ta propre entreprise, tu dois gérer tes factures, ce genre de choses. Quelque chose que tu vois pas du tout quand tu es salarié, parce que du coup, c'est le patron qui gère ça et au final, tu as juste ta fiche de paie à la fin du mois. Et du coup, gérer tout ça, peut-être je m'y mettrai un jour, j'exclus pas la question, mais pour le moment, non, j'avais pas trop en projet de le faire. J'ai un peu réfléchi. Ok. Et Soon qui nous parle des frameworks CSS. Alors je pense que Bootstrap c'est obsolète. Il n'y a plus trop grand monde. Il faut trop besoin de passer pour Bootstrap. En fait, Bootstrap c'est un peu comme jQuery. Ça fait partie des technos qui ont été structurantes dans le web quand il y avait besoin de ces technos pour faire des choses qui n'étaient pas possibles en JavaScript et en CSS natif. Et maintenant que c'est le cas, depuis qu'on a Flexbox et depuis qu'on a toutes les features ES6, jQuery et Bootstrap ont eu un petit peu du mal à se réinventer. Alors jQuery c'est complètement abandonné. Bootstrap a réussi à se moderniser, à sortir de jQuery par exemple. Mais c'est vrai que moi je préfère des frameworks UI qui sont plutôt légers, comme Bulma justement. Tailwind c'est un peu à part dans l'écosystème. Je pense que c'est des vrais sujets si tu veux être développeur full front-end. Si tu es développeur full stack, c'est bien d'en connaître un ou deux et de connaître comment ça fonctionne. Je pense que moi ce qui est intéressant surtout pour vous démarquer, c'est de maîtriser la notion de design system, savoir ce que c'est Storybook, savoir comment on travaille des designers, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outils, des trucs comme Figma, enfin voilà, et savoir comment vous allez pouvoir échanger avec eux, regarder un petit peu comment ça se passe. Ça c'est intéressant, ça vous permet d'avoir une vraie valeur ajoutée. Mais c'est pas un gros sujet en entretien. Moi en général je pose 3 questions sur le CSS en entretien, donc et qui sont assez basiques. Donc non, pour moi c'est Comment pas. centrer une div? Comment s'entraîner. Qu'est-ce que tu poses comme question CSS en entretien, Antoine? Oh, je crois que je pose pas une question CSS. Ah. Non, pas une seule. Que sur plutôt vraiment le langage JavaScript Alors, ou le monde du web. moi, je vais spoiler. Je demande en général, mais c'est aussi pour voir comment les personnes sont capables d'expliquer dans des termes simples certains concepts. Je demande toujours pour commencer la différence entre margin et padding. Mais je demande à ce qu'on l'explique de façon simple. Et quand les personnes commencent à me dire, alors vous considérez un container et puis vous considérez son container parent, son container enfant, là je dis ok, trop compliqué. Il n'arrive pas à faire abstraction et aller à l'essentiel en disant margin c'est à l'extérieur, padding c'est à l'intérieur. Voilà, moi c'est ça que je m'attends par exemple comme réponse. Après, je demande à quoi servent les media queries pour savoir s'ils font un petit peu de veille responsive, quand même, ça c'est un petit peu la base. Je demande s'ils connaissent, s'ils savent ce que c'est un transpiler CFR. Pardon, le SAS, c'est pas un transpiler, c'est un. J'oublie C'est un nom particulier, mais Ouais. Bon, je demande voilà, s'ils savent à quoi ça sert SAS. Voilà. À quoi ça sert SAS? ouais. Un préprocesseur, merci Spoon. Je demande ce que c'est un préprocesseur CSS, à quoi ça sert. Et je regarde un petit peu s'ils ont l'habitude de travailler avec SAS. Niveau de base, ils savent mettre des variables et les mettre en global. Niveau avancé, ils savent utiliser des mixins, ils écrivent leur classe, hein, vous savez, underscore, underscore, ma truc, underscore, underscore, ma truc, tirer, tirer, ma truc, etc. Ça, je le fais pas tout le temps, j'avoue, même sur les projets et tout. Et puis après, je demande s'ils connaissent, s'ils ont utilisé quelques librairies UI et qu'est-ce qu'ils ont utilisé et tout. Voilà. Technologie d'avenir. Alors Python pour l'IA, oui et non. Python, de toute façon, ce sera toujours utilisé parce que c'est un langage qui est facile à apprendre et qui est assez utilisé dans la data. C'est pas le seul qui est utilisé pour faire du machine learning et de l'intelligence artificielle. Un jour, on fera une émission sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai beaucoup à dire sur le qualificatif qu'on utilise de façon un petit peu trop abusive. Mais voilà. Si tu es passionné des algos, il vaut mieux s'orienter back. Ouais, back. Mais en fait, tu peux t'orienter vers tu peux aussi t'orienter vers du front si tu veux travailler chez Facebook et tous les trucs qui ont beaucoup d'audience, etc. Parce que quand tu commences à être sur des sites avec beaucoup, beaucoup de trafic, tu as besoin de connaître un petit peu des algos d'optimisation et de connaître un petit peu des problématiques, genre comment est-ce que tu peux connaître des trucs comme RabbitMQ qui permet de faire des queues en back, etc. C'est des choses qui sont intéressantes. Voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a pas mal couvert de sujets ce soir. Antoine, est-ce que tu as un mot de la fin? Déjà, merci pour cet échange. Et ouais, vive vue. Vive vue, très bien. Vue a gagné le sondage de loin, je suis assez content ce soir.
Alexandre, est-ce que tu as un mot de la fin de ton côté? Ouais, bah alors ce sera un peu le même. Merci déjà pour voilà pour cet échange. Vous avez été hyper nombreux à poser des questions dans le chat, Ouais. donc c'est cool. Et on aura l'occasion de voilà se pencher davantage sur des sujets bien précis lors d'autres live Twitch, et on pourra faire participer notamment certains à l'orage. J'ai bien compris que voilà Ouais, il y avait des questions et des sujets qui semblaient être voilà ouais. il en avait gros sur la patate, donc je serais ravie d'en discuter. Et beaucoup de questions ce soir, ouais. Vraiment plus que la Ouais. première fois Ouais, même. ouais, complètement. Vous avez été très très actifs. Du coup, on n'est pas forcément trop resté sur le sujet non plus. C'est J'espère vrai. que vous n'avez pas été déçus et que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Hein. On va mettre les replays dessus. Je vais la mettre parce qu'on l'avait pas mis les fois précédentes. Je vais vous mettre le lien. Voilà. Et puis d'aller sur le Discord si vous voulez parler de dev de façon plus occasionnelle, etc. Parfois, on fait des streams de dev sur cette chaîne, même si on n'avance pas trop. N'est-ce pas, Antoine, hier soir, c'était pas très très glorieux. Oui, on a juste erré. Non, Mais mais c'est rigolo c'est aussi. très très Ça marrant fait... de voir qu'une question très simple comme quel framework UI utiliser pour du Vue 3, bah, ça demande des heures de recherche et il n'y a pas de solution de réponse convenable, quoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors, tu as des propositions. Hein. On te demande si tu serais dispo Et pour une interview Twitch en tant que je vais RA. devenir célèbre. C'est ça. Alexandre, star du Twitch Game. Quand est-ce que tu te mets au stream? Exact. Bah bientôt, je pense. Je pense qu'il y a un truc à tenir là. Je vais peut-être essayer de choper le filon maintenant. Voilà, voilà. Ben, merci à tous en tout cas pour votre présence ce soir. On vous donne rendez-vous le mois prochain. On va pas s'arrêter avec l'été. Et on va commencer à avoir des invités plus exceptionnels qui viendront nous parler d'une thématique précise. On a plusieurs sujets en tête. Puis on vous a dit, hein, il va y avoir des questions sur la crise de confiance des devs, le syndrome de l'imposteur, le petit sujet d'Antoine aussi dont on a parlé sur la scalabilité et tout. C'est des sujets super intéressants. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À la prochaine fois. Ouais. Merci encore, chers invités. À très Merci à vite. toi. Merci à À vous. très vite. Merci à tous. Bye bye. Ciao.